La Méditerranée. Berceau de l'humanité. Une étendue bleue qui a vu les plus grandes civilisations s'élever et prospérer pendant des millénaires. L'homme la parcourt depuis des siècles. Pourtant, il la connaît si peu. Cette mer que nous aimons tant, dont nous dépendons tant, abrite aussi de nombreuses espèces, toutes aussi essentielles les unes que les autres à la santé de son écosystème. Plus grande mer semi-fermée de la planète, la Méditerranée concentre une biodiversité marine exceptionnelle. Elle représente moins d'1% de la surface des océans, mais héberge plus d'un quart de la faune marine mondiale. Et un tiers des espèces répertoriées dans ces eaux sont uniques au monde. Vous venez d'écouter l'introduction du film Rorqual, écrit et réalisé par le photographe animalier Hugo Ebb, diffusé sur le compte YouTube du WWF France avec la voix off de l'acteur Gérard Darmon. Nous sommes le jeudi 30 mai 2024 et vous écoutez le 10e épisode de la 8e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, pour la 3e émission au coin du feu de la saison 8 du podcast, nous avons le plaisir de recevoir le photographe et réalisateur animalier Hugo Ebb, avec qui nous allons parler de son travail photographique, de son désir d'évoluer dans la nature, de son engagement en tant que photographe et vidéaste pour le WWF France. Cette émission vous est présentée par le Lumix S5 Mark II, la référence plein format des photographes et vidéastes. Eh ben c'est parti, 10e épisode de cette 8e saison du podcast. Benjamin, comment vas-tu ce matin ? Salut Arthur, eh ben écoute, ça va très bien, ça me fait toujours plaisir d'écouter la voix de Gérard Darmon. Ouais, ça pose, hein. Ça montre l'importance du son dans la vidéo, c'est très très important. Le choix aussi de la bonne personne peut-être pour faire ça. Puis bon, à titre perso, ça me rappelle, c'est un peu de la nostalgie, quoi. Je suis un grand fan de la Cité de la Peur, du Burger Quiz, toutes ces choses-là, donc c'est chouette. Et on a le plaisir d'accueillir Hugo pour la première fois en studio, parce que tu avais déjà fait une courte apparition sonore dans l'une de nos anciennes émissions. Comment vas-tu, Hugo ? Ça va super, merci beaucoup pour l'invitation, très heureux d'être ici. Voilà, c'est cool. Alors Hugo, évidemment, comme à chaque fois, on va commencer par te présenter à nos auditeurs. Hugo, tu es photographe et réalisateur animalier. Tu as suivi des études en communication, en réalisation et aussi en journalisme. Passionné par le monde animalier dès ton enfance en région parisienne, tu as créé il y a 4 ans un compte Instagram dédié à ta pratique de la photographie animalière. En 2020, tu rejoins le WWF France, Fonds mondial pour la nature, première organisation mondiale de protection de la nature. Tu parcours le globe pour photographier différentes espèces, les macareux en Islande, la faune sauvage en Afrique du Sud, le tigre dans le Bengale ou encore les tortues luttes en Guyane. Ton ami et compagnon de route Sam Samini retrace ton ascension qui t'amène aujourd'hui à partager ta passion avec le plus grand nombre. Aussi longtemps que je m'en souvienne, il a toujours été passionné par les animaux et c'était une évidence qu'il partage sa passion avec nous. Quand il a commencé, il a un peu cherché son style. Pour les plus curieux, on peut voir ses premières photos et ses premières tentatives sur son compte Instagram. Mais je trouve qu'il a assez vite trouvé sa patte, avec des plans où on peut capter le regard et l'émotion de l'animal. Depuis un moment, il se diversifie dans son style, avec non seulement des photos magnifiques, mais aussi des vidéos sur TikTok, sur Instagram avec ses reels, et d'ailleurs que je conseille d'aller voir.
Hugo, il est passionné évidemment par les animaux, par la photographie bien sûr, mais aussi par le cinéma, et il est friand de bons scénarios. Je me rappelle à l'époque, quand on parlait de films qui sortaient au cinéma, il avait toujours la bonne critique, alors que moi, toujours bon public, je savais jamais comment analyser un film comme lui. Je ne savais pas que ça allait arriver aussi vite, mais c'était une évidence pour moi qui se tourne vers la production d'un film, donc son film Rorcal. Ce film, ou ce documentaire, c'est une claque visuelle et une très belle sensibilisation sur les animaux marins de la Méditerranée. Je trouve qu'il a toujours été exigeant vers lui-même. Il a une volonté vraiment qui lui permet de jamais lâcher son objectif. Tant qu'il n'a pas fait la rencontre attendue, il va pas abandonner, il va pas lâcher l'affaire. Évidemment, toujours dans le respect de la faune et la flore, hein. Et puis, peu importe la manière dont la rencontre se fait, il trouve toujours un moyen de faire la plus belle photo possible. Je trouve qu'il sait s'adapter à son environnement pour profiter au mieux du moment présent et nous sortir des chefs-d'œuvre. Tu écris et réalises ton premier film en 2023, Rorcal, un moyen-métrage de 42 minutes. C'est aussi le premier film d'envergure de la fondation WWF qui nous emmène en mer Méditerranée à la rencontre du second plus gros mammifère de la planète après la baleine bleue. Il a été visionné plus de 2 millions de fois sur YouTube et nous reviendrons naturellement sur cette aventure en détail lors de notre grande discussion. Comme le soulignait Sam, on peut suivre ton travail sur les réseaux sociaux où tu es très présent, notamment TikTok et Instagram. Et enfin, tu es ambassadeur de la marque Lumix. Voilà Hugo pour cette rapide présentation. Est-ce qu'on a bien pensé à tout ? Ah là, vous avez absolument tout dit. J'ai même redécouvert des choses sur moi, donc ouais, super. Alors, on n'a pas tout dit, je crois, parce que tu avais entamé un cursus en génie thermique. Oui, C'est bien ça ? Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Et en quoi ça consiste ? Alors c'est marrant parce qu'en fait, à la sortie du lycée, ou même quand on est au lycée, il y a des métiers dont on ne parle pas du tout, comme le métier de photographe, le métier de réalisateur, même la communication, on n'en parle pas. Moi, je me souviens qu'à mon époque, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, il y avait 2 branches qui se distinguaient. C'était soit tu étais ingénieur, soit tu faisais quelque chose dans la médecine et à la rigueur du droit pour ceux qui faisaient de ES ou d'autres filières que le S. Et bah, moi, j'ai fait S et forcément, bah, on m'a poussé à faire des métiers d'ingénieur. Est-ce que j'en avais envie au fond de moi ? Je pense pas. Mais j'étais quand même attiré toujours par ce côté faire quelque chose pour l'environnement. Et en fait, le génie thermique, c'était une formation que j'avais vue sur un salon, mettait en avant le fait qu'on pouvait étudier les énergies renouvelables et ce genre de choses. Donc, je me suis lancé dedans. Bon, il s'avère que forcément, les premières années, on n'apprend pas du tout à se servir des énergies renouvelables. On apprend les bases de la thermique, donc la thermodynamique, la mécanique des fluides, tout ce genre de choses. Et ça ne m'a pas plu du tout finalement, hein. Donc clairement je ne m'y suis pas retrouvé et c'est juste un beau jour dans la même, alors c'était un IUT, dans le même établissement, j'ai vu des gens passer avec des caméras à côté de moi et là j'ai eu un déclic, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, moi je veux faire des films, je veux faire quelque chose de créatif. Donc j'ai fait que 6 mois dans cette formation et j'ai postulé directement pour le DUT qui était juste en face, qui s'appelait métier du multimédia et de l'internet, où du coup on apprenait vraiment plein de choses sur la com, l'audiovisuel, créer des sites internet et tout est parti de là. Voilà. Bon, vachement plus cool, effectivement, en tout cas sur le papier. Ça marche. Bah écoutez, je vous propose qu'on commence l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Lumix lance le S9 pour les créateurs d'images. Leica dévoile un nouveau compact numérique et Nikon a produit plus de 120 millions d'objectifs Nikkor. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Lumix lance un nouvel hybride full frame en gamme S, le Lumix S9. Cet appareil, résolument tendance compact et léger, se destine en premier lieu aux créateurs d'images photos et ou vidéos qui souhaitent pouvoir partager rapidement des contenus personnalisés et stylisés de qualité sur les réseaux sociaux. Pour cela, Lumix a développé une nouvelle application mobile, Lumix Lab, qui se charge du transfert ultra rapide des données et qui permet surtout une gestion ludique et inédite de lutte qu'il est possible d'utiliser à la volée ou d'installer simplement sur l'appareil, aussi bien pour les photos que les vidéos.
Une base de données de lutte conçue par des créateurs de renom à travers le monde est accessible et il est possible de créer et personnaliser ses propres luttes. Pour ce qui est du boîtier en lui-même, on retrouve en grande partie le moteur des Lumix S5 II, à savoir un capteur de 24 millions de pixels stabilisé, pouvant grimper à 51 200 ISO, un mode haute résolution 96 millions de pixels, un autofocus hybride face contraste avec reconnaissance du sujet ou encore une rafale à 30 images par seconde avec le mode pré-rafale. Par contre, l'appareil est dépourvu d'obturateur mécanique. Côté vidéo, on retrouve de la 6K 30p 420 10 bits et de la 4K 60p 422 10 bits sans recadrage. Le Lumix S9 intègre un mode anamorphique Super 35 mm, les profils Vlog Vegamut et un mode haute vitesse à 180 images par seconde. Il inaugure un nouveau format d'enregistrement, le MP4 Lite, plus souple pour partager rapidement sur les réseaux sociaux. A noter qu'en vidéo, les durées maximales d'enregistrement des séquences sont très restrictives, 10 minutes en 6K, 15 minutes en 4K et 20 minutes en Full HD. Le boîtier en lui-même est ultra compact, léger et minimaliste. Lumix a fait le choix de se séparer du viseur électronique et de miser simplement sur un écran arrière totalement orientable et tactile. Les connectiques sont réduites au minimum avec un USB-C, un micro HDMI et une prise micro jack. Pas de protection contre les intempéries au programme. Le nouveau Lumix S9 sera disponible mi-juin et décliné en plusieurs coloris proposés nus au prix de 1 699 € ou en kit avec un 28-200 mm au prix de 2 499 € ou avec un 20-60 mm au prix de 1 999 €. Le constructeur lance aussi une étrange nouvelle optique Pancake grand angle, un 26 mm à mise au point manuel et ouverture fixe f8 qui sera proposé au prix de 239 €. Il annonce enfin le développement d'un zoom Pancake 18-40 mm f4.5.6.3 pour la fin de l'année. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur ce nouveau Lumix S9 au cours d'une émission spéciale qui lui sera consacrée dans quelques semaines. Leica vient d'annoncer l'arrivée imminente d'un nouveau boîtier. Il ne s'agit pas ici de la série M, SL ou Q, mais bien de la série Deluxe et donc d'un compact numérique. Ce que l'on peut dire pour l'instant, puisque Leica n'a pas encore tout dévoilé sur son nouvel appareil, c'est que le nouveau Deluxe 8 exploitera un capteur CMOS 4/3 de pouce de 17 millions de pixels qui sera associé à un zoom optique équivalent 24-75 mm et offrant des ouvertures généreuses f1.7-2.8. Il sera conçu pour fonctionner très simplement avec l'application Leica Photo et sera capable de produire des images en DNG. Côté design et ergonomie, l'appareil s'inspire grandement des Leica Q. Viseur électronique déporté, double molette de réglage de la vitesse, bague de diaphragme manuel, griffe porte-accessoires, quelques boutons de navigation sur la face arrière. Le nouveau Leica Deluxe 8 sera disponible début juillet et proposé au prix de 1 590 €. Et pour terminer, Nikon, qui a fêté les 90 ans de ses objectifs Nikkor en 2023, peut se vanter cette année d'avoir dépassé la production de plus de 120 millions d'objectifs depuis la création de la marque en 1932. Aujourd'hui, les objectifs Nikkor sont naturellement déclinés en monture Z pour fonctionner avec leurs hybrides 24-36 mm et APS-C. Le dernier et seul nouvel objectif de l'année pour la marque à date est le Super Télézoom 28-400 mm f4.8 VR qui a été annoncé à la fin du mois de mars. L'année dernière, le constructeur a lancé pas moins de 8 nouveaux objectifs Nikkor, dont les très remarqués 85 mm f1.2S, 180-600 mm f5.6.6.3 VR, 135 mm f1.8S Plena et 600 mm f6.3 VRS. Espérons que la suite de l'année 2024 nous réserve de belles choses chez Nikon, qui est resté assez silencieux jusqu'à présent. Voilà pour l'actualité cette semaine. Lumix, un nouveau boîtier pour le coup assez inattendu avec le S9. Ou disons peut-être qu'on fantasmait tous, notamment les sites de rumeurs, sur un compact expert plein format. J'aurais bien aimé. Donc là, c'est pas le cas puisqu'il n'y a pas de viseur intégré. Il manque aussi un joystick pour les photographes, peut-être. Après, pour les utilisateurs qui font beaucoup de vidéos, qui font des contenus sur les réseaux sociaux, bah toi, c'est ton cas notamment, Hugo. Je pense que c'est un produit qui peut être attrayant. Il y a notamment aussi un aspect qu'on n'a pas évoqué là dans la présentation, qui est l'open gate, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir son format de captation a posteriori, puisque l'intégralité de l'image va être captée
sur le Ouais, capteur. sans recadrage. Ouais. Sans regarder. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça veut dire que derrière, si tu veux faire une vidéo TikTok ou autre, tu peux directement opter pour le format de ton choix, l'envoyer vers l'application. Sur papier, ça a l'air intéressant. Après, il y a aussi des limites, mais on en parlera dans l'émission qu'on va consacrer à ce boîtier-là, puisque 15 minutes en 4K, c'est vraiment très très peu. Mais sur le papier, ça peut trouver son public. Toi, comment tu vois ça, Hugo? Est-ce que d'ailleurs tu fais aussi des making-of de tes shootings ou de tes réalisations? Et ben justement, je commence à m'y mettre, et le fait que cet appareil sorte, je trouve que ça tombe vachement au bon moment. Et comme tu dis, la 4K 15 minutes, c'est pas hyper intéressant au final quand tu fais du vlog ou du making-of, parce que ça s'adresse à du YouTube, à du Instagram ou du TikTok. Et donc au final, on filme majoritairement en HD, parce que vu qu'on doit filmer en continu pour ce genre de choses, la 4K à la fin, t'as plus de disque dur, quoi. Oui, c'est pas faux. Tu travailles avec quoi exactement comme matos? Alors moi, je suis sur du G9 II ou du S5 II. Ok, parfait. On va en reparler, Ouais. évidemment. Un mot peut-être sur le Leica Deluxe, 1590 € pour un compact à zoom. Bon, c'est des tarifs Leica-esques, si on peut dire. Je sais pas vraiment à qui ça s'adresse, ce genre d'appareil. Alors moi, j'ai 2 mots déjà vus, puisque en fait, il s'agit d'un Lumix rebadgé. Hein. C'est le Lumix LX100 Mark II qui date de 2018. Qui est repris à la sauce Leica. C'était déjà le cas du Deluxe 7 qui était déjà un LX102 rebadgé. Donc là, c'est à nouveau le cas, mais avec une nouvelle esthétique ergonomie qui est inspirée largement du Leica Q3. Donc pour les gens qui aiment le Leica Q3 Mais qu'on mais pas qui l'oseille. ne peuvent pas forcément se l'offrir, là ils peuvent s'offrir ce modèle-là, mais enfin il faut savoir qu'on est sur un capteur 4 tiers, donc qui est quand même 2 fois inférieur au 24-36, et avec des technos et des fonctionnalités qui donc ont 6 ans. Bon, je n'irai pas plus loin. Alors, dans les autres actualités de la semaine, moi, je voulais juste dire un petit mot sur un événement que moi, j'aime beaucoup, qui se déroulera ce week-end en région parisienne. C'est la foire photo de Bièvre, qui se déroulera donc les 1er et 2 juin prochains, qui est un rendez-vous plutôt cool pour aller passer une journée au grand air. Il y a évidemment une très grande brocante, foire aux appareils photo d'occasion, aux antiquités, avec une grosse part au boîtier argentique. Puis bon, voilà, il y a tout un cycle de conférences, de stands, de machins, de trucs. On peut manger une petite frite saucisse tranquille. C'est vraiment très chouette comme événement, et c'est ce week-end. Benjamin, est-ce que tu voulais rajouter autre chose dans le Flash Actu cette semaine? Oui, c'est la dernière ligne droite pour les candidatures au prix Bayeux Calvados Normandie. Donc pour ceux qui veulent postuler, c'est jusqu'au 6 juin, donc il reste encore quelques jours pour envoyer vos dossiers pour ce festival dédié aux correspondants de guerre, donc dans tous les médias, hein, TV, radio, presse écrite, photo, avec cette année à la présidence du jury, la correspondante internationale en chef de CNN, Clarissa Ward. Donc c'est toujours des présidents de jury ultra prestigieux, et tu parlais de Bièvre pour toi, moi c'est un événement aussi qui me parle beaucoup, le prix Bayeux Calvados, très très beau rendez-vous de fin d'année. Ça marche, merci Benjamin. C'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story, et cette semaine, tu nous parles d'une enquête menée entre autres par un photographe sur un fléau environnemental de notre époque. La story vous est présentée cette semaine par le Lumix S5 Mark II avec sa rafale à 30 images par seconde, parfait pour capturer l'instant décisif. C'est l'histoire d'une jeune architecte têtue et d'un ancien photographe de guerre aventurier au beau milieu du Sahara. Cela pourrait être le pitch d'une comédie romantique pavée de stéréotypes dont Hollywood a le secret. C'est en fait le point de départ d'une longue enquête narrée sous la forme d'un roman graphique. Le récit prend sa source à Timimoun, dans le désert algérien, en 2011. Chargé de construire une maison d'hôte, l'architecte Alia Bengana, né à Alger, ne conçoit pas de la réaliser autrement qu'en tob, mot qui désigne la brique de terre en arabe.
avant de se heurter rapidement à la réalité. La population locale ne jure que par le béton, si bien que le savoir-faire en matière d'habitat traditionnel s'est évaporé. Avec son partenaire fraîchement rencontré, le photographe Claude Bachtold, ancien reporter de conflit, elle découvre que le fameux béton est fabriqué à partir de sable importé depuis la capitale, située à quelques 1200 km de là. Le sable du Sahara se révèle trop fin, trop lisse, pour obtenir le matériau convoité. Cet épisode agit comme un déclic. La jeune architecte réalise que tout ce qu'elle a appris, tout l'héritage des grands maîtres de sa discipline, dont Le Corbusier, passe par la case béton, qui compose 80% des constructions à l'heure actuelle dans le monde. Une décennie et une veille de confinement plus tard, on retrouve le couple dans un appartement parisien avec leurs 2 enfants. Au lendemain du discours présidentiel annonçant la mise sous cloche de l'Hexagone, il profite de la nationalité suisse du photographe et documentariste pour passer la frontière et investir son chalet dans le canton de Vaud. Lors d'une excursion en famille en race campagne, il tombe sur d'énormes foreuses dont le but est d'extraire du sable jusqu'à 30 mètres de profondeur. La finalité, vous l'aurez deviné, fabriquer du béton. Une rencontre décisive avec Pascal Peduzzi, directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement, achève de les sortir de leur oisiveté en pleine pandémie. Guidé par Serge Michel, rédacteur en chef et cofondateur de ID News, lauréat du prix Albert Londres, Claude Bachtold délaisse ses appareils et prend la plume pour mettre à jour la vraie couleur de cet or gris pour certaines entreprises, son obsolescence programmée, son bilan carbone désastreux ou encore le greenwashing autour du béton vert. Sans oublier d'avancer quelques solutions durables basées sur des matériaux moins fragiles qu'ils n'en ont l'air, comme le bois, le chanvre ou la paille. Béton, enquête en sable mouvant, est une œuvre d'utilité publique aussi implacable et rythmée qu'un épisode de Cache Investigation. On parle souvent finalement de bande dessinée, alors dans tes stories évidemment, mais on voit qu'il y a souvent un lien avec la photographie. J'ai cru comprendre qu'il y avait une grosse exposition au centre Georges Pompidou en ce moment. Oui, exact. Il y a une expo qui ouvre donc ces jours-ci et qui va se prolonger jusqu'au mois de novembre. Une expo qui s'appelle la BD à tous les étages, qui prendra littéralement tous les étages du centre Pompidou pendant de longs mois. Et effectivement, la BD est vraiment un genre qui permet de plonger, de découvrir des œuvres, des photographes et qui se marie parfaitement avec la photographie. Donc, cette enquête sur le béton est basée sur des dessins qui sont signés Antoine Maréchal. Et il y a une vraie dimension d'engagement au niveau d'un sujet qui nous concerne tous. Donc, la prolifération du béton tout autour de nous. Et ça fait aussi écho à un appel lancé par le Nouvel Obs la semaine dernière avec plus de 70 personnalités qui réclament davantage de juges et la création d'un service de police judiciaire environnementale, bon, les mots sont forts, pour lutter contre les atteintes à la nature. Donc ça comprend la pollution des eaux et des sols, le trafic de bois ou d'espèces rares. Et parmi les premiers signataires, donc il y a Camille Etienne, François Molins, et aussi Isabelle Autissier, présidente d'honneur du WWF France. Donc c'est aussi un clin d'œil à notre invité du jour. Hugo, en tant que salarié du WWF, bon, naturellement, j'imagine que la notion d'engagement est importante pour toi. Ton film Rorcal, enfin ton documentaire Rorcal, essaye quand même d'éveiller des consciences sur un certain nombre de problématiques environnementales. Ouais, tout à fait. Rien qu'en Méditerranée, enfin plutôt même particulièrement en Méditerranée, il y a tellement de menaces qui pèsent sur la biodiversité que pour nous, c'était important de mettre tout ça en lumière. Et étant donné que le WWF travaille sur la mer Méditerranée depuis des années, le film nous permettait en fait de faire un gros résumé de tout ça et de le dévoiler au public, parce que rien que le simple fait qu'il y ait des rorquals communs, donc le deuxième plus gros animal de la planète en Méditerranée, le grand public, la majorité n'est pas au courant, quoi. Et puis on apprend des choses dans ton film, tu donnes des chiffres importants, qu'il y a plus de 200 000 tonnes de plastique déversées, il y a du dégazage, des ballastage, et que toutes les espèces sont contaminées au plastique finalement.
C'est-à-dire que toutes les espèces que vous examinez avec le WWF sont contaminées au phtalate, c'est ça, un composant chimique du plastique? Ouais, c'est ça. Du coup, Denis Audy, qui est celui qui a initié en fait un peu ce gros programme de cétacés au WWF, a au fil des années étudié énormément d'animaux. Donc, il prélève des petits morceaux de peau et de gras des animaux. Et en étudiant ces animaux-là, il s'est rendu compte que tous les animaux qu'il avait étudiés étaient contaminés par ce que tu appelles des phtalates. Et ce qui est dramatique, c'est qu'un phtalate, en fait, Denis explique dans le film que on est censé, enfin, le corps d'un animal ou d'un être humain est censé l'évacuer en fait en urinant. Mais vu que tous les animaux qu'il a étudiés sont contaminés, ça veut dire qu'en fait, ils sont contaminés tout le temps. Donc, il a beau avaler du plastique et l'évacuer, bah, c'est qu'il va en ravaler 2 minutes plus tard. Donc, en fait, il est tout le temps contaminé par le plastique. Ok. Merci Benjamin pour cette story cette semaine. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion au coin du feu avec toi, Hugo Ebb, photographe et réalisateur animalier. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Alors ce nouvel hybride plein format Lumix S5 II, tu en penses quoi? Que du bien. Tu savais que c'est le premier appareil Lumix avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste? Il est très rapide et il capte tout. Des yeux aux animaux, même à 30 images par seconde en mode AFC. Et tu réalises toujours ton court-métrage? Oui, je tourne en ce moment. Avec son enregistrement vidéo illimité jusqu'en 6K, c'était un régal. Il a un vrai rendu cinéma, la colorimétrie est top et le mode anamorphique stabilisé, c'est un vrai plus en tournage. J'ai aussi vu une amélioration impressionnante de sa double stabilisation d'image. Elle compense parfaitement les mouvements en photo, mais aussi en vidéo. Et je peux suivre mon sujet même en courant. L'image reste stable et mon focus ne décroche pas. En plus, il est très compact et résistant. C'est idéal en tournage. De quoi créer de beaux contenus et exprimer toute ta créativité sans te soucier de la technique. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Hugo Ebb pour cette grande discussion au coin du feu. Alors Hugo, on l'a évoqué en préambule de cette émission. Tu es un photographe animalier et réalisateur pour le compte du WWF France, le Fonds mondial pour la nature, première organisation mondiale de protection de la nature. Dominique Leventruoc, directeur de l'engagement au sein du WWF France, nous raconte comment ton talent a progressivement été mis au service des missions de la Fondation avec en point d'orgue ton film sur le Rorqual. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il avait un travail personnel, un petit peu différent, mais très cohérent avec ce que faisait le WWF. Il faut savoir que notre fondation est basée depuis longtemps sur l'émerveillement, le rapport à la nature, la découverte de la vie sauvage. Et on avait avec Hugo quelqu'un qui, à titre personnel, était engagé dans la démonstration, la recherche de la beauté animale. Ça a été assez troublant pour nous de se rendre compte que, en fait, on avait une vraie pépite à l'intérieur du WWF sur un domaine qu'on n'attendait pas. Au fur et à mesure, on a changé son poste. Au départ, il faisait des montages et puis il a fait du tournage. Et puis, depuis maintenant 2 ans, il travaille sur 2 grands domaines, le tournage vidéo. Et là, notamment avec des tournages de long métrage, il a fait l'année dernière un film qui s'appelle Rorqual, qui est gratuitement sur YouTube et qui a quand même fait plus de 2 millions de vues. C'est énorme. C'est la 2e vidéo la plus regardée sur YouTube de la part du WWF partout dans le monde. Et pourtant, il y en a des vidéos sur les animaux. Et bien, cette vidéo-là, qui est pourtant une vidéo longue, puisque c'est un long métrage, a fait plus de 2 millions de vues. Ça a été vraiment important pour nous. Et puis, l'autre côté, l'autre partie de son activité, c'est effectivement de pouvoir bénéficier de sa capacité de prise de vue en tant que photographe, avec un regard à la fois, je dirais, fasciné par l'animal, et puis également un regard émerveillé et un regard qui a évolué au fur et à mesure du temps, puisque maintenant, après plusieurs années passées au WWF, il côtoie des spécialistes, des scientifiques, et le regard qu'il porte est plus seulement celui de la personne amoureuse des animaux, mais également le regard de quelqu'un qui connaît comment ça fonctionne, quelqu'un qui connaît mieux les écosystèmes. Et là, il rentre tout juste d'une mission au Cameroun où il a pu filmer et photographier des gorilles
ce qui est extrêmement délicat. Sur ses réseaux sociaux, il parlait de l'ombre de la forêt en parlant des gorilles, parce qu'en fait, ils ont passé plusieurs jours avant d'arriver à photographier un seul spécimen qui était très très loin. Tu nous parles un peu de ce reportage sur les gorilles? Vu du succès de Rorcal, on s'est décidé, du coup, avec Dominique et les autres équipes du WWF, qu'on allait peut-être faire un deuxième film. Et donc, comme pour le premier film, qui était vraiment centré sur un programme du WWF France, on allait faire un deuxième film qui allait être centré sur un programme du WWF. Cette fois-ci, c'est pas un programme à proprement parler du WWF France, même si le VF France y contribue. Cette fois, c'est au Cameroun. Donc, on a un bureau local aussi au Cameroun. Et c'est centré sur les gorilles sauvages de l'Est. Je précise de l'Est parce que sur les réseaux sociaux, on voit énormément d'images de gorilles. C'est tout le temps des gorilles des montagnes au Virunga, où il y a un écotourisme qui a été créé et honnêtement qui fonctionne très bien, qui permet en fait d'aller voir ces gorilles-là qui sont totalement habitués à l'homme dans un espace totalement dégagé. Et du coup, ce qui se passe avec les gorilles de l'Est, c'est que le VVF essaye, alors excusez-moi je dis VVF parce que WWF à chaque fois. Ouais, vous l'aurez bien compris, moi aussi j'ai du mal à le dire. Bon, on n'est pas initié, pardon. Et c'est que du coup, voilà, on essaye de faire un peu la même chose là-bas. En tout cas, nos collègues sur place essayent de faire la même chose, c'est d'habituer ces gorilles de l'Est pour à terme créer un écotourisme. Alors forcément, quand on dit ça, ça peut être perçu comme péjoratif parce que c'est vrai qu'on va voir des animaux dans leur environnement naturel. Et moi, le premier, j'ai envie de les laisser tranquilles et que ça se passe comme ça. Malheureusement, la vie, c'est pas noir ou blanc. Si on fait ça, c'est pour une bonne raison, c'est que cette forêt est extrêmement menacée. Je l'ai vu de mes propres yeux. Littéralement, en fait, la forêt est détruite. J'ai vu la frontière entre les champs d'huile de palme et la jungle, qui est vraiment infime. Et en fait, tout ça progresse, sans compter le fait que les gorilles sont des espèces extrêmement menacées parce qu'elles sont aussi chassées pour leur viande localement. Ce qui fait qu'il y a énormément de dangers qui pèsent sur ces espèces. Et littéralement, si on ne fait rien, d'ici 50, 100 ans, soit il n'y a plus de forêt, soit il n'y a plus de gorilles parce qu'ils se sont trop fait chasser. Donc, il faut faire quelque chose. Et l'écotourisme se trouve être un moyen plutôt sain, même si voilà, on va quand même voir des animaux, pour donner un intérêt à cette forêt vivante. Si la forêt rapporte plus vivante que morte, les animaux sont gagnants et tout le monde y est gagnant finalement parce qu'on a aussi besoin de cette forêt, nous, pour nos émissions et pour toutes les raisons qu'on connaît. Et donc, je suis parti cette année faire mon premier tournage pour partir à la rencontre de ces gorilles de l'Est. Et j'ai pris une petite claque parce que c'était littéralement le tournage le plus difficile de ma vie. La jungle est extrêmement difficile. Pourtant, j'ai déjà fait l'Amazonie. Honnêtement, cette jungle-là est bien plus difficile d'accès. C'est très difficile de se déplacer. Et je ne sais pas si, pour ceux qui auront la curiosité d'aller voir mon physique, je ne suis pas le mec le plus sportif du monde. Ouais. Alors, nous qu'on l'a devant nous, c'est une brindille, Hugo Webb. Hein. Non, on peut dire gringalet. Mais... Voilà, gringalet si vous voulez. Et bon, je parte 10 à 20 kilos de matériel sur moi. Je ne suis pas habitué à marcher dans cet environnement. Il fait extrêmement chaud. Pour ma défense, donc pour la première fois, j'ai engagé aussi une équipe avec moi. Donc, il y avait quelqu'un qui était là pour filmer le making-of. Greg, si tu nous écoutes, petit coucou. Et quelqu'un aussi qui était là à mes côtés pour filmer avec moi. Mathias Abrantes, je sais plus, bon, il me corrigera après. Qui lui aussi réalise des films et qui a filmé du coup à mes côtés à ce moment-là. Et ça m'a rassuré de voir qu'en fait tout le monde galérait, hein. Il n'y avait pas que moi. on a tous perdu beaucoup de kilos. On faisait des trous dans nos ceintures avec nos couteaux parce qu'on maigrissait à vue d'œil, littéralement. Mais maigrir, pourquoi? Parce que tu es tombé malade ou parce que c'est juste les conditions qui étaient atroces? Et du coup, est-ce que vous avez quand même réussi à faire des images? Parce que dans son témoignage, Dominique parle de l'ombre de la forêt. C'est sympa les ombres, mais à la fin, ça fait pas forcément un film. Ouais, tout à fait. Alors, pour répondre à ta première question, c'était surtout les conditions, en fait. Et je pense un manque d'entraînement et un manque de préparation, littéralement. En fait, nos collègues sur place, qui sont des pisteurs, on les appelle les pisteurs de gorilles, leur job, c'est d'aller tous les jours voir les gorilles pour que le gorille soit habitué à l'humain et ne le craigne pas pour, du coup, comme j'expliquais à terme, créer l'écotourisme. Eux, ce sont des machines de guerre. Les mecs, ils marchent à une vitesse fulgurante dans la jungle, ils transpirent même pas, je ne sais pas comment c'est possible. Et il y a nous, à côté, on fait 2 pas, on est en sueur. La jungle, en plus, elle grimpe.
Il y a des ronces, des lianes dans tous les sens, des troncs d'arbres. Donc, il faut grimper. À côté de ça, on a notre matériel sur le dos. Donc, on perdait juste beaucoup, beaucoup d'eau. Et on mangeait pas tant parce qu'au final, on était tellement épuisés que le soir, juste on tombait, on dormait. Donc, c'est ça, en fait, qui nous faisait vraiment perdre des kilos. Et je pense que c'est vraiment le changement de climat parce qu'il faisait 40 degrés, taux d'humidité à 95%. Même si tu marches pas, en fait, nous, on était en sueur. Donc, c'est ça qui nous a fait perdre des kilos. Mais le plus dur, comme tu disais, c'était du coup d'obtenir ces images. Parce qu'effectivement, Dominique a parlé des ombres de la forêt. Parce que ces gorillas, c'est littéralement ça. Hein. C'est des ombres. Les feuilles sont tellement denses, il y en a tellement qu'on ne voit pas à 1 mètre de soi. Donc forcément, les pisteurs ont des machettes, mais sans machette, tu fais pas à 3 mètres, hein, littéralement. Et le plus dur, du coup, c'était de poser la caméra avec le trépied là-dedans, de faire le focus. Parce que quand vous avez 25 000 couches de feuilles, faire un focus sur un animal qui est noir, dans le noir, c'est très difficile. Donc on a pris une petite claque aussi à ce niveau-là. Pour tout vous dire, les 3 premiers jours, on n'avait aucune image. Donc finalement, la douleur physique, ça allait. C'était plutôt mental, c'était difficile. Parce que quand on est photographe ou réalisateur animalier, je pense qu'on a tous l'habitude, je parle au nom de tous les photographes et animaliers, de souffrir pour obtenir nos images. Parce que voilà, il y a des endroits où c'est parfois inaccessible, c'est souvent des climats assez difficiles. Mais souvent, on obtient quand même quelque chose. Là, c'était sous nos yeux, mais en même temps, on n'arrivait pas à la voir. En même temps, on perdait des kilos. Donc, on avait l'impression de faire tout ça pour rien. Et c'était ça qui était dur, vraiment difficile. Parce que moi, je vous dis, je m'en fous de perdre 50 kilos. Non, 50, tu peux pas. Non, 50, je peux pas, non. Je vais disparaître. Mais je m'en fous de perdre 5 kilos, mais à la fin, je reviens avec un disque dur qui est plein d'images, plein de souvenirs. Là, je suis comme un dingue, quoi. C'est pas grave. Mais là, je perdais mes kilos et on perdait tous nos kilos et on n'avait pas nos images. Donc, c'était difficile. Mais bon, on n'a pas abandonné. On est quand même reparti avec des choses. Il va falloir que tu y retournes. Oui, il va falloir qu'on y retourne dans tous les cas. Ça, c'est un fait. Ouais. Dans son témoignage, Dominique, il parle de ton engagement. Comment est-ce que tu pourrais le définir ? Je pense qu'il l'a bien décrit. Tout part à la base de ma fascination pour le monde sauvage. Et moi, voir tout ce monde-là disparaître sous nos yeux, parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, la planète est bien plus médiatisée qu'à l'époque et on se rend vraiment compte que les espèces disparaissent, forcément, ça me fait mal. Donc, quand j'ai rejoint le WWF, je vous cache pas que c'était un rêve, en fait, de rejoindre une telle ONG pour protéger, en fait, ce que j'aime. Je pense que j'ai tout dit. Hein, l'engagement, c'est préserver ce qui me fascine tant et pouvoir le retransmettre aussi aux générations futures. Et comment on devient d'ailleurs réalisateur, photographe au sein du WWF ? Dominique nous dit aussi qu'il a repéré ton talent dans les bureaux, mais ça doit être un poste très, très convoité quand même. En fait, à la base, le poste n'existe pas. Hein. J'ai été recruté en tant que chargé de com audiovisuel. Donc, mon job, c'était vraiment de faire des vidéos pour les réseaux sociaux ou de gérer des prestataires qui faisaient des vidéos pour nous. Et à côté de ça, comme j'expliquais, moi, je partais beaucoup en voyage, je faisais mes photos, je me développais sur Instagram. Et un beau jour, en fait, c'est Denis Audi, du coup, le chef d'expédition du Blue Panda, qui est venu me voir parce que du coup, j'avais déjà fait plusieurs expéditions sur le Blue Panda en tant que vidéaste. Blue Panda, qui est le bateau sur lequel tu as embarqué pour suivre et filmer l'orque. Le Rorqual, ouais. Le Rorqual. Ouais, c'est ça, tout à fait. Le Blue Panda, c'est vraiment le bateau ambassadeur du WWF et c'est un peu le personnage principal du film Rorqual sur lequel, en fait, on navigue pour partir à la rencontre des animaux. Et donc, Denis, qui est le chef d'expédition sur le Blue Panda, est venu me voir pour me dire, Hugo, ça serait chouette. Moi, ça fait 20 ans que je fais cette mission. Ça serait chouette que tu me fasses une vidéo qui résume un peu tout ce qu'on a fait. Donc au début, Denis pensait logiquement à une vidéo de 10 minutes grand max. Hein, et encore 10 minutes, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas parce que sur les réseaux sociaux, on fait rarement une vidéo de 10 minutes, à part YouTube. Et là, j'ai dit à Denis, écoute, moi, mon rêve, c'est aussi de faire des films. Donc je te propose qu'on fasse un film. Dominique était partant. Denis était partant, donc tout est parti de là, le film a été un beau succès, et à partir de là, on s'est dit, on va en faire d'autres. Et donc mon poste de chargé de com a littéralement évolué en poste de réalisateur. Il y a un cahier des charges particulier à respecter quand vous partez en mission de prise de vue, comme ça. L'image à tout prix, pas à tout prix, j'imagine, du coup ? Non, évidemment que non. En fait, je pars seul pour la plupart du temps, mais je rejoins toujours des gens sur place qui sont des experts dans leur domaine. Je vais prendre l'exemple de la tortue-lutte, où on a vraiment un bureau en Guyane qui connaît très bien l'espèce, qui connaît très bien la région
Et en fait, quand j'arrive sur place, je me nourris de leur savoir. Ils m'expliquent comment approcher les animaux, comment les trouver aussi, c'est hyper important. Et à partir de là, en fait, effectivement, tout est fait dans le respect des animaux et pas l'image à tout prix, évidemment. Quel retour tu fais, quels enseignements tu tires du film Rorcal, qui a été donc le premier de la fondation WWF, et comment tu envisages l'écriture du second, du coup, par rapport à cette première expérience? En fait, Rorcal, il y a eu vraiment des hauts et des bas quand j'ai fait ce film, parce que c'était la première fois que je me lançais dans un projet comme ça. J'ai forcément eu des moments de doute. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire un film jusqu'au bout et le rendre intéressant jusqu'au bout? Alors moi, je vois aujourd'hui plein de défauts au film, chose que quand les gens le voient, ne m'en parlent pas forcément. Et donc, moi, ces défauts-là, j'apprends à plus les recréer sur mon prochain film. Et c'est surtout que j'ai pas envie de faire un copier-coller. Je vois la manière dont on voit le Rorcal, j'ai pas envie de faire un copier-coller sur le gorille, même si au final, parce que si vous avez vu le film, vous constatez qu'au début, le Rorcal, on le voit pas, c'est quelque chose de très mystique. Bon, le gorille, c'est un peu pareil, hein. Surtout le gorille de l'Est, on le voit pas. Oui, mais là, on sait pourquoi, c'est parce que tu l'as pas vu. C'est ça. Je l'ai vu, non, mais avec les yeux, on voit un truc bouger au loin. Mais oui, du coup, mon approche va être différente. Et j'aimerais aussi beaucoup, alors comme j'ai fait pour Rorcal, c'est vrai, mais mettre en avant le travail de mes collègues sur le terrain. Les pisteurs font un travail formidable. Ça fait du coup depuis 2013 qu'ils commencent à entrer en contact avec les gorilles. Ils mettent aussi leur vie en danger parce que c'est des animaux sauvages. Et c'est honnêtement, du coup, ça a été plus, en tout cas pour mon premier tournage, une rencontre humaine que animalière. Et c'est aussi ça que je veux mettre en avant dans le film. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu du coup ce que raconte finalement ce film? Je l'ai vu, il y a une histoire de sorte d'autoroute pour les rorquals. C'est ça le sujet. Ça, c'est la conclusion même. En fait, le film, du coup, il explique comment le WWF étudie les rorquals communs et comment ils font pour potentiellement créer des solutions à leurs problèmes. Donc, il y a un problème majeur pour les rorquals communs en Méditerranée. C'est même leur plus gros problème, au-delà du plastique. C'est vraiment le trafic maritime. Le trafic maritime en mer Méditerranée, il est énorme. Il y a énormément de bateaux qui, tous les jours, fendent les vagues à pleine vitesse sur le territoire du deuxième plus gros animal de la planète, qui est en fait pas très grand. Donc, les rencontres sont inévitables. Le rorcal se fait souvent percuter par les navires. Et je ne parle pas d'un bateau de plaisance, hein, je parle vraiment de cargo immense. Donc, quand il y a une rencontre et qu'il y a un choc, l'animal, il meurt. Il perd quoi. À 95% des cas. Enfin, c'est très rare qu'il survive. Et on s'en rend pas compte parce que on peut pas voir toutes les collisions qui se passent en Méditerranée. Mais c'est quelque chose qui est dramatique. Au-delà de ça, il y a aussi du bruit, hein. Les bateaux font énormément de bruit. Ça, j'en parle pas dans le film parce que je voulais pas rendre le film trop long non plus. Mais voilà, il y a plein d'autres problèmes liés au trafic maritime. Et donc, Denis, qui a étudié énormément les déplacements des rorquals, notamment en leur posant des balises sur le dos. D'ailleurs, je vous invite du coup à vraiment aller voir le film parce que la balise est équipée d'une caméra. Donc, on voit littéralement l'animal vu FPS nager avec ses congénères et plonger à des profondeurs de 300 mètres. Enfin, c'est juste extraordinaire. Et ce qui intéresse Denis, c'est pas vraiment les images, hein, ça c'est un bonus. Lui, c'est vraiment calculer les déplacements, voir comment le rorcal se déplace et comment il réagit quand il rencontre un navire. Et donc, avec toutes les données qu'il a accumulées, il s'est rendu compte que, en fait, si déjà de base les navires réduisaient leur vitesse, il y aurait beaucoup moins de collisions. Mais comme il explique, c'est jamais noir ou blanc. On peut pas dire à tous les navires réduisez votre vitesse, ça se passe pas comme ça. Donc, ce que suggère Denis, c'est de créer vraiment des rails de navigation. En tout cas, au moins le tester. Donc, sur certains passages, les bateaux réduiraient leur vitesse et du coup, il y aurait moins de collisions. Ok. Oui, parce qu'un des enseignements de ce film, c'est quand même que le rorcal vit en mer Méditerranée, donc tout près de chez nous, tout près de nos côtes. Et ça, d'abord, c'est quand même une grosse découverte. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. C'est un des enseignements aussi. Donc, on a encore plus envie d'être vigilant, de le protéger. Et parmi les chiffres que tu donnes aussi, qu'on apprend, il est état de 3500 situations de collision par an. Ça paraît complètement dingue, en fait. Et on voit bien que il y a 8 à 40 morts de rorqual aussi par an. Donc, est-ce que finalement le nombre de vues a un impact? Est-ce qu'au sein de WWF France, vous avez senti que finalement le message portait? Alors, il est porté auprès du grand public
pour moi, c'était vraiment l'objectif principal, c'était déjà de montrer aux gens, comme tu le dis, qu'il y a des animaux en fait dans la Méditerranée. C'est pas juste des poissons qui sont quand même très importants aussi, mais il y a des mammifères marins et il y a le deuxième plus gros animal de la planète. Et je vais être tout à fait honnête avec toi, tout comme toi, avant de rejoindre le VVF, et pourtant je suis très calé en animaux, j'étais pas au courant qu'il y avait le deuxième plus gros animal de la planète. Plus de 20 mètres de long, quoi. Ah ouais, c'est énorme. Hein, pour l'avoir vu de mes propres yeux, je peux vous confirmer que c'est énorme. Donc j'étais pas au courant de ça et je trouvais ça ahurissant qu'on sache pas qu'il y ait autant de vie et que ce soit aussi dense comme mer. Et je pense que la première chose à faire pour avoir envie de la protéger, c'est de montrer qu'il y a des habitants dedans et en plus de ça qui sont symboliques. Je veux dire, les gens vont moins. Enfin, c'est triste à dire, mais on va être moins. On va avoir moins l'envie de protéger un poisson. On peut demander à n'importe qui dans la rue, il va pas te dire oui, moi je veux absolument sauver les poissons, mais je veux sauver les baleines. Là, on va avoir tout de suite beaucoup plus de monde qui vont être intéressés. Et donc ça démarre par là. Et après, le film évidemment met en avant les solutions pour montrer qu'il y a de l'espoir. Et effectivement, après ça va être un travail de fond pour réussir à les imposer. C'est une espèce en voie d'extinction, le rorqual ? Alors, plus maintenant. Ça l'a été, c'est surtout la chasse à la baleine qui avait vraiment décimé les populations à l'époque. Et ça, pour le coup, ils ne sont pas concernés, en tout cas ceux qui vivent en Méditerranée. En Méditerranée, Denis l'explique à la fin du film, c'est que non, la population malgré tout reste stable, mais avec l'évolution du trafic maritime et cette pollution plastique, on ne sait pas jusqu'à quand ça va être le cas. Et dans tous les cas, il faut prendre le problème à la source avant même que ça disparaisse. D'autant que là, en plus, il y a une info qui est sortie récemment, c'est que le Japon autorise la chasse à la baleine et précisément le rorqual commun de nouveau, et c'est ce qui avait causé littéralement la perte de l'animal. Mais après, voilà, c'est un tout. Le rorqual, lui, c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. En fait, quand on protège le rorqual, on protège toutes les espèces qui se trouvent en dessous de lui dans la chaîne alimentaire. Donc réduire notre plastique et toutes ces choses-là sont des éléments essentiels pour protéger la Méditerranée. Alors, il y a plusieurs séquences assez fortes dans ce film. Des images très stylées. Alors, donc, tu évoquais celle de la balise que vous arrivez à ventouser sur le dos de l'animal, mais il y a aussi des plans aériens qui sont assez balèzes, réalisés au drone, j'imagine. Tu peux nous en parler et nous expliquer un peu comment tu as réussi à faire ces plans séquences dignes d'Hollywood. Oh, j'aimerais bien. Et alors oui, comme tu dis, du coup, j'ai fait beaucoup de vidéos en drone parce que moi, par exemple, je n'ai pas l'autorisation d'aller plonger avec les animaux. En Méditerranée, il faut savoir que si vous êtes plaisancier et que vous voyez des globicéphales, des dauphins ou des baleines, c'est interdit de se mettre à l'eau aux côtés des mammifères pour leur sécurité. Donc, le meilleur moyen de les filmer, pour moi, c'était directement depuis les airs avec un drone. Donc, pour la petite histoire, en fait, on part littéralement plusieurs semaines en mer. On voit pas la terre, on n'a plus de réseau. La mer Méditerranée, malgré tout, ça reste quand même vaste. Et une fois qu'on a repéré un animal, donc le bateau est équipé d'une plateforme surélevée. Donc on est vraiment assez haut par rapport au niveau de la mer. Et en fait, nos équipes peuvent repérer le souffle d'un rorqual au loin. Dès qu'on l'a repéré, moi, je vais envoyer mon drone en pleine mer. Donc il y a toujours des risques, évidemment, de perdre son drone en mer parce que ça bouge, la position. Combien t'en as craché ? Jamais. J'en ai jamais craché. Mais je vais pas balance, mais Denis en a craché plusieurs. Et donc voilà, une fois qu'on a repéré ça, moi j'envoie mon drone au loin et c'est là où j'arrive à repérer cette grosse tache au milieu de l'immensité bleue et je me concentre dessus et souvent c'est un rorqual. Et après, comme tu dis, effectivement, il y a eu un plan séquence qui était littéralement mon plus beau plan aujourd'hui. On a essayé d'approcher une baleine parce que voilà, pour poser, comme tu dis, une balise avec des ventouses, je précise bien ventouses parce qu'on peut penser souvent que c'est des harpons ou ça. Non, c'est des ventouses, ça fait pas mal à la baleine et ça se détache tout seul. Pour réussir à poser une balise dessus, il faut approcher la baleine. Et pour approcher la baleine, ça c'est vraiment une histoire pas simple parce que en fait, elle s'éloigne à chaque fois et elle plonge entre 10 et 20 minutes et elle est à la surface 2 minutes. Et quand elle plonge, elle peut ressortir 3 km plus loin. À l'est, au nord, bref, on ne sait pas quoi. Et celle-ci qu'on avait repérée, ça faisait littéralement 1 heure qu'on essayait de poser la balise sur elle. Denis commençait un peu à râler. Et donc j'ai dit à Denis, écoute, tentons le tout pour le tout. Il y a un dauphin en fait qui tourne autour du bateau. Donc ce que je te propose, c'est que j'envoie mon drone et que mon drone suive le dauphin. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est suivre le drone que tu vois du coup depuis les airs. Donc je précise que là, on n'est pas sur le Blue Panda, on n'est pas sur le voilier, on est sur un petit pneumatique parce que sinon c'est littéralement impossible. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé mon drone. Le dauphin est parti loin devant
Et Denis, lui, en levant les yeux au ciel, suivait tout simplement le drone qui voyait devant lui. Et alors pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on sait que les dauphins, ils adorent aller s'amuser auprès de choses qui sont plus grosses qu'eux. Donc là, souvent, c'était soit notre bateau. Et s'il s'en va, c'est que c'est pas notre bateau, donc c'est qu'il y a autre chose dans les parages. Et en suivant le dauphin, du coup, depuis mon drone, avec Denis qui le suivait derrière, donc moi j'étais aussi sur le même bateau que Denis, j'ai vu une ombre apparaître sur mon écran. Le dauphin disparaît, une ombre apparaît, alors on aurait pu croire carrément que le dauphin avait évolué. Vraiment, il avait pris 20 mètres comme ça d'un coup. Et là, un rorqual apparaît, il lâche un souffle énorme. Donc j'ai une apparition de rorqual dans l'eau, ce qui est impossible hein, si on ne suit pas un dauphin, ou alors il faut vraiment jouer au loto, quoi, parce que c'est tellement vaste que c'est impossible d'être vraiment à l'endroit où la baleine va sortir. Et donc à ce moment-là, je suis comme un dingue. Je dis à Denis, mais je crois que c'est un rorqual, parce qu'en fait, avec le reflet du soleil, je me rends même pas trop vraiment compte de ce que je suis en train de filmer. Et Denis se met à accélérer. Et en fait, grâce à cette avance qu'on a pu prendre, Denis et Seb, qui posent la balise, en fait, ont pu arriver à temps au niveau de la baleine, poser la balise, la baleine qui plonge, et le plan se termine du coup avec le même dauphin avec lequel on avait commencé, et notre bateau. Donc tout ça sur une seule séquence. J'ai un dauphin qui nage, une baleine qui apparaît, le bateau qui arrive, une pose de balise réussie, et une baleine qui replonge avec la balise sur le dos, et notre bateau qui s'en va avec le dauphin. Et qu'est-ce que tu ressens au moment où tu filmes tout ça? Tu arrives à te canaliser, à rester concentré sur ce qui se passe? Tu as conscience de ce qui se passe, que ça va devenir le plan très fort du film? Ouais, je suis un peu comme un ouf. Même Denis et Seb, ils sont comme des oufs en mode tatoueux et tout. Je dis ouais. Et là, on a en fait on a le stress parce qu'il faut récupérer le drone. Et récupérer le drone, ça veut dire récupérer l'image, en fait, récupérer le rush. Ne pas couler le drone. Voilà, ne pas couler le drone. Mais il suffit d'un faux mouvement de ma part ou de Seb qui le récupère à la main et c'est fini, quoi. Le drone, il part dans la mer. On s'est posé calmement, on l'a fait très lentement, donc il y avait quelques vagues, mais ça allait. Et on a pu récupérer le drone. Et là, là j'ai fait des sauvegardes dans tous les sens, j'ai mis la carte à l'abri et on était juste trop heureux, quoi. Sur l'utilisation du drone, c'est sûrement très réglementé aussi parce que ça peut être une pollution sonore hein, pour les espèces animales, mais tu as fait une autre photo très réussie grâce à un drone, c'était une tortue lutte en Guyane. Raconte-nous rapidement comment tu as pu approcher cette espèce qui est en voie de disparition, protégée, grâce à cet outil. Alors effectivement, la tortue lutte est extrêmement menacée et elle est forcément très protégée pour plusieurs raisons, notamment juste le braconnage d'œufs sur les plages, l'attaque de chiens errants sur les plages quand elles viennent pondre, et surtout la pêche, parce qu'elles se font capturer en fait, accidentellement dans les filets de pêche. Donc la tortue lutte, et comme les tortues marines en général, sont extrêmement menacées. Et du coup, pour celle-ci, effectivement, je me suis rendu en Guyane, et tous les ans, elles viennent pondre en fait, sur les plages. Les tortues viennent pondre de nuit, donc c'est très difficile en fait, de les filmer, de les photographier, parce que déjà, sachez-le, il est interdit de mettre des lumières blanches, en tout cas pour voir les tortues, ça peut les rendre aveugles, donc en fait de nuit, on peut pas les filmer, on peut pas les photographier, ou alors avec des lumières rouges, mais donc ça gâche toute la photo. Mais là, la chance que j'ai eue, c'est que cette tortue que j'observais pondre depuis au moins 1 heure, 2 heures, il devait être 5 heures du mat quand j'ai commencé, ou 4 heures, je sais plus, le soleil a commencé à se lever progressivement, et au moment où elle a commencé à repartir vers la mer, j'avais une bonne lumière, donc j'ai pu envoyer mon drone assez haut quand même pour pas, comme tu dis, la déranger. En fait, ce qui est bien avec le Mavic 3, c'est que tu as un zoom x3, donc je peux être haut et quand même filmer et photographier ma scène. Et donc j'ai vraiment voulu photographier cet instant où la tortue repartait à la mer. Parce qu'il faut savoir que en fait, pondre pour elles, c'est un calvaire. C'est des animaux qui peuvent peser jusqu'à 700 kilos, elles n'ont pas de bras, elles n'ont pas de jambes, donc elles doivent sortir de l'eau et glisser avec leurs nageoires, c'est l'enfer, sur la plage. Donc juste le temps pour elle d'arriver à l'endroit de sa ponte, ça lui a pris 40 minutes. Puis après, il faut qu'elle se tourne, qu'elle fasse un trou. Ça dure des heures, elle en peut plus. C'est vraiment, c'est des animaux qui sont pas faits pour être sur le sable, hein. C'est juste pour pondre en fait. Donc moi, ce que j'ai voulu illustrer avec cette photo-là, c'était vraiment le retour à la liberté de l'animal, parce que ça peut être moche, une tortue lutte, quand on la voit comme ça sur le sable, ça ressemble à un dinosaure. C'est pas pour rien que c'est la plus grosse tortue marine du monde. C'est qu'on dirait vraiment un dinosaure et c'est vraiment pas très beau. Mais une fois que c'est dans l'eau, c'est hyper majestueux, ça nage super bien, ça va super vite, c'est vraiment fait pour ça. Et donc, c'était tout l'intérêt de cette photo vue de haut, c'était d'illustrer d'un côté la plage et de l'autre côté la mer. Alors, Dominique évoquait l'évolution de ton regard et ta connaissance toujours accrue sur les espèces que tu filmes et photographies.
grand spécialiste de la photo sous-marine, Alexis Rosenfeld, qui te suit depuis tes débuts, évoque pour sa part ton style, qui t'octroie une place à part dans le domaine de la photographie animalière. Hugo, au départ, quand je l'ai rencontré au WWF sur une mission Cap Cétacés, on travaillait sur les mammifères marins en Méditerranée, c'était plutôt un médiaman, c'est-à-dire un gars qui touche à la photo, à la vidéo, un peu au 360, il faut faire du son. Et globalement, c'est des gens qui sont techniquement très bons, mais je les ai jamais, en touchant à tout, on peut pas tout bien faire. Donc, il y a peu pour moi, en général, il y a peu de style derrière cela. Et là, lui, il a tout pris et il gère comme un petit dieu, un jeune petit dieu. Donc, la photo, il a créé un style. Il travaille de manière admirable avec son style et surtout, il a réussi à faire quelque chose de différent en animalier, c'est qu'il a donné un regard aux animaux. Donc on parle toujours du regard du photographe et là, Hugo, il donne le regard aux animaux. Il appuie sur son traitement et sur sa technique de prise de vue. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et après, le côté film, où moi je suis quand même beaucoup moins je dirais compétent, mais pour autant j'ai vu Rorqual, qui est le dernier film qu'il a fait, et je sais dans quelles conditions. C'est admirable, c'est-à-dire de faire un film après coup, en faisant de la récupération, et d'arriver à créer une narration aussi sympa que celle-là, où on ne s'embête pas, où on a envie de revoir le documentaire, où on le partage, et où, dans tous les cas, ça a un super engagement. Moi, je sais pas comment il fait d'ailleurs, hein, je suis très admiratif. Alors par contre, le petit secret pour Hugo, c'est pour ça qu'il n'ira jamais très loin dans les images en mer ou sous-marine, même s'il a une grande volonté, c'est qu'il a le mal de mer. Il a le mal de mer. Donc, il n'y a pas de compétition avec personne. Nous, on fait les photos et Hugo, il est dans la banette tout blanc. Ça se travaille le mal de mer, hein, normalement. Ouais, ça se travaille. C'est marrant qu'Alexis dise ça parce que lui aussi, il a le mal de mer. Pour un photographe sous-marin, c'est encore plus paradoxal, je trouve. Et la photo sous-marine, alors, c'est pas encore d'actu pour toi ou c'est une ambition? Ouais, c'est honnêtement une ambition et c'est d'ailleurs prévu pour cette année. Je vais essayer de photographier mes premières baleines sous l'eau. En fait, pour tout vous dire, l'animal qui m'a toujours fait rêver quand j'étais petit, et je pense que c'est aussi en partie grâce au film Océan de Jacques Perrin, c'est les baleines. Hein. C'est des animaux extraordinaires qui sont dotés d'une intelligence rare, qui communiquent entre eux, et en plus leur taille, et je trouve ça juste majestueux. Et j'ai toujours filmé mes baleines depuis les airs, même des baleines à bosse que j'ai filmées en Islande, depuis les airs. Donc il y a un sentiment d'inachevé, de ne pas vraiment pouvoir les entendre, parce qu'on les entend que quand on a l'oreille dans l'eau. C'est quelque chose qui me manque et qui, moi, me ferait vraiment vibrer. Donc cette année, je vais tenter de photographier mes premières baleines sous l'eau. Alexis parle de ton style. Comment tu nous le définirais? Comment tu nous l'expliquerais, ton style? Effectivement, donc j'ai un style assez particulier. Je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de me faire connaître sur Instagram. Quand j'ai voulu me lancer dans la photographie, donc ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je dis souvent, mais je suis pas forcément passionné de photographie à l'origine. Moi, je suis vraiment passionné par la faune sauvage. Et l'échange thermique aussi. Hein. Le génie thermique aussi, beaucoup, ouais, les éoliennes. En fait, ce qui me plaît, qui me passionne, c'est la faune, c'est les animaux. Et il me fallait quelque chose pour me rattacher à ça. Et le jour où j'ai commencé à faire de la photo, alors évidemment, j'ai adoré, parce que je continuerai pas aujourd'hui si ça me passionne pas, enfin si ça me plaît pas. C'est le jour où j'ai commencé à faire de la photo, je me suis dit, mais trop bien, je peux faire enfin quelque chose qui me relie à ma vraie passion. Et en me lançant sur Instagram à l'époque, en plus de ça, j'avais même pas de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait des centaines de milliers de photographes animaliers dans tous les sens. Comment créer sa place là-dedans. Puis c'est surtout pas forcément créer sa place. Hein. Je cherchais pas, en me lançant, à me dire je veux être photographe animalier, je vais en faire mon métier. Moi, chat mignon. Photo de chat mignon. Une photo de chat mignon, oui, aussi. Ouais. Moi, j'en ai pris, mais des plus gros. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est si je me lance dans quelque chose, c'est que je veux me différencier. J'ai envie de faire quelque chose qui me soit propre, qui ait mon propre regard. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler un style. Moi, ce qui me fascine chez les animaux, c'est quand je croise leur regard. Et il y a toujours quelque chose. Et c'est ce que je voulais vraiment mettre en lumière à travers mes photos. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a souvent ce côté un peu sombre et lumineux, avec ces regards aussi qui sont perçants. C'est que voilà, je cherche à mettre en avant une émotion. Et c'est souvent l'émotion que j'ai vécue à ce moment-là. Que ce soit une émotion de peur, de tristesse ou d'émerveillement.
les animaux arrivent à retransmettre tout ça à travers leur regard et c'est effectivement ce que j'essaye de mettre en valeur. Tu parlais de Jacques Perrin comme influence. Est-ce qu'il y a des photographes qui t'ont marqué aussi ou que tu as découvert au travers de comptes Insta peut-être ou de livres ou même de documentaires? Ouais, il y a Paul Niclen qui, forcément, National Geo. au National Geographic, ouais, et puis il fait des photos sous-marines extraordinaires. Et moi qui suis passionné par la faune marine, j'étais comme un gosse quand je découvrais ses livres quand j'étais petit. Et il y a aussi, alors lui il est moins connu en France, il s'appelle Michele Bavassano. Il s'est fait connaître sur Instagram aussi, il a un style aussi très particulier. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut y trouver des similitudes au mien parce que je me suis pas mal inspiré de lui. C'est qu'il fait des plans très serrés des animaux, ou pareil, très détaillés, il capte aussi les regards. C'est juste qu'il a une colorimétrie du coup qui est différente de la mienne. Et donc, ouais, je me suis pas mal inspiré de lui et de Paul Niclen. Alors, c'est pas vraiment une inspiration parce que j'ai pas encore fait de photos sous-marines, mais c'est en tout cas des photographes que j'apprécie beaucoup. Alors nous, tu sais, il faut pas pousser les ISO, on est un peu geekos. Et du coup, on aimerait bien savoir ce qu'il y a dans ton sac photo. Donc, tu as évoqué, tu travailles aussi bien avec du full frame que du micro 4/3. Déjà, est-ce qu'il y a des moments où tu travailles avec un système et à d'autres moments avec l'autre? Ouais, évidemment. Généralement, en fait, quand je pars en full frame, j'ai vraiment décidé de partir en full frame, j'ai prévu d'être encombré. Donc, avec moi, j'ai un 6600 mm Sigma qui me permet d'avoir une plage focale assez exceptionnelle. Donc, même si l'animal se rapproche de moi, je peux le photographier. Mais je suis un peu un flippé de la vie, donc je veux toujours un backup. Et donc, en backup, pour pas trop me casser le dos, j'embarque ici avec moi mon G9 II avec le 100-400 mm Leica, ce qui me permet, au cas où mon S5 II et mon 60-600, je dis n'importe quoi, mais des fois, quand on marche dans la jungle, on peut se prendre une branche ou quoi, et ton objectif, il est cassé. Là, je suis dégoûté. Et donc, j'ai toujours un backup qui me permet aussi de continuer de travailler, en fait, tout simplement. Par contre, il y a des voyages qui sont pas forcément à la base des voyages photos. C'est que j'ai aussi du mal avec ça, c'est dans ma vie personnelle, quand je pars en vacances, que ce soit avec ma copine ou avec des amis, inconsciemment, je vise des endroits où il y a quand même des animaux. Donc, dans le doute, j'emporte aussi avec moi un appareil, et c'est souvent le G9 II avec le 100-400, ce qui me permet de faire des images. Et là, récemment, j'étais dans la forêt de séquoia, donc les plus grands arbres de la planète aux États-Unis. Toutes mes randonnées, j'avais mon G9 II avec moi et mon 100-400. Et heureusement, parce qu'un beau soir, je suis tombé nez à nez avec une ours et son ourson. Si j'avais pas eu mon G9 II, alors oui, certes, j'aurais contemplé avec les yeux, mais j'aurais été frustré. Et là, tu parles du G9 II, du S5 II, donc c'est des versions récentes, à la fois en 24-36 et micro 4/3 de boîtier Lumix, qui ont pour la première fois de la détection de phase. Alors, puisqu'on parle de matos, est-ce que toi, tu perçois des changements, des améliorations au niveau de l'autofocus, et est-ce que tu te sers d'outils tels que la détection des yeux, toi qui est un portraitiste, on va dire, animalier? Ouais, évidemment. Ouais, il y a une diff énorme. J'ai énormément travaillé avec le S1R à l'époque, qui avait une résolution énorme en termes de pixels, qui est donc hyper adapté à mon style photo. Et malgré tout, donc, je prends l'exemple, c'était il y a 2 ans quand je suis parti en Inde pour photographier le tigre. Donc j'avais un S1R avec moi et un S5 II. J'ai voulu être le têtu qui reste sur son S1R, sauf que le tigre il se déplace quand même assez vite, et j'ai raté énormément de photos avec mon S1R parce que le tigre, malgré tout, en été, la jungle elle n'est pas luxuriante, elle n'est pas verte, donc il est à peu près la même couleur que les arbres, le sable, etc. Et donc l'autofocus du S1R ne suivait pas tout le temps, et donc j'ai raté beaucoup de photos. Donc à ce moment-là, je me suis décidé quand même de dire bon, je vais tester le S5 II avec son nouvel autofocus, quitte à perdre en résolution, c'est pas grave. Et j'ai été bluffé, en fait, avec la détection par phase et, comme tu dis, des yeux. Mon sujet, il était complètement suivi et je pouvais shooter en rafale sans perdre le focus. Et depuis, je n'utilise plus le S1R, je reste sur le S5 II. Et ça marche sur les gorilles? Non. Alors là c'est là, en fait, on rapprend aussi à prendre des photos. C'est que l'autofocus ne sert à rien dans la jungle. Pour prendre en photo une ombre, il faut y aller manuellement. Essayer d'être rapide et voilà quoi. Parmi les optiques que tu utilises, il n'y a jamais de grand angle. Là, tu parles beaucoup de téléobjectifs. Tu prends jamais un grand angle avec toi, même dans la forêt? Peut-être si tu retournes voir les gorilles, vu la densité végétation que tu évoquais, ça te fait pas revoir un peu ta copie par rapport à ça? Alors, le plus grand angle que je prends, c'est un 70-200, donc c'est pas un grand angle. Non, parce que généralement, en fait, tous mes sujets sont très loin de moi.
J'ai réussi à faire une belle photo de gorille, malgré tout, lors de mon dernier tournage, honnêtement, je pense que je vais inscrire en concours parce qu'elle est exceptionnelle. En fait, c'est que des feuilles. Et si tu te concentres sur la photo, tu vois des yeux et un nez qui me regarde. Mais alors vraiment, au premier abord, tu vois pas le gorille. Et ça, je l'ai pris au 200 mm à fond. Et pourtant, l'animal semble toujours loin de moi. Et là, si j'avais pris un grand angle, autant te dire que tu voyais rien. Mais je commence malgré tout à faire des photos. En tout cas, mon style, je pense qu'il évolue un peu parce que j'essaye de faire moins des plans serrés comme je faisais avant. Puis je pense que j'ai aussi fait le tour. J'ai pris énormément de photos en plan serré. Quand tu as 25 plans serrés d'un lion, bah, tu l'as, quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'en refaire 50. Donc j'essaye aussi, comme tu dis, de dézoomer un peu. C'est pour ça que le 6600 mm de Sigma est génial. C'est que je peux aussi du coup essayer d'avoir le décor avec moi, comme des arbres ou peut-être même le ciel ou une montagne derrière. C'est des choses auxquelles je m'essaie de plus en plus. Et toi qui vas dans des environnements un peu tropicaux ou très humides, comme peut-être une forêt camerounaise, comment tu gères la protection de ton matos? Est-ce que ça résiste bien et comment tu l'entretiens sur place ou tu le manipules? Alors, pour l'anecdote, j'ai quand même testé plusieurs boîtiers. J'ai aussi déjà testé du Sony. Et en comparaison au Lumix, c'est assez impressionnant. La tropicalisation des Lumix est juste extraordinaire. Je n'ai jamais eu de problème. Même de la buée qui se met sur le capteur, etc. Ça tient super bien. Donc, j'avoue que à terme, je les protège de moins en moins puisque ça tient bien, quoi. Bon. Alors, on va parler maintenant de l'organisation de tes voyages. Sam Samini t'a accompagné sur pas mal de tes destinations. Il était notamment là quand tu as photographié les tigres en Inde, un voyage et une rencontre animalière qui l'ont particulièrement marqué. Pour l'organisation d'un voyage, en général, on s'occupe nous-mêmes de toute l'organisation. On se renseigne pas mal de notre côté pour trouver le meilleur itinéraire, la meilleure zone par exemple, et la meilleure période de visite. Pour le tigre, on s'est renseigné sur les réserves naturelles protégées, on s'est basé sur l'expérience de photographes animaliers et on a fait beaucoup de recherches sur Internet. Une fois sur place, il faut s'acclimater au pays, à la culture. Autant dire que l'Inde était particulièrement difficile à vivre à l'arrivée. On a vécu vraiment un périple avant d'arriver à la réserve naturelle. Quand on est enfin arrivé dans la réserve naturelle, on s'est complètement déconnecté et ça nous a vraiment fait du bien. Ensuite, on a rencontré le guide qui nous a fait entrer dans la jungle. Et la barrière de la langue posait pas vraiment souci parce qu'il connaissait notre objectif et il connaissait tous les recoins de la jungle. Donc il a pu nous montrer toute son expérience. C'est là que j'ai pas mal d'anecdotes qui me viennent à l'esprit, mais il y en a une qui m'a vraiment marqué. En fait, on est arrivé à un spot, à un moment, super dégagé, il n'y avait pas beaucoup d'arbres autour, et il y avait une mare, et dans cette mare, au milieu de la mare, il y avait un tigre énorme. On en avait vu des tigres jusqu'à ce moment-là, mais là, il y avait une ambiance vraiment particulière. Il nous regardait directement, et je me sentais un peu paralysé. Et à côté de moi, il y a Hugo qui est la tête dans son appareil en train de prendre ses photos et moi je suis là à ne plus bouger. Et c'était impressionnant, le tigre il faisait des bruits, c'était un mix entre grognement et ronronnement, mais ça pouvait résonner, je pense qu'on pouvait entendre ce bruit à des centaines de mètres. À un moment il se lève et j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu la sensation qu'il allait nous sauter dessus. Mais au final, ça va, il trace sa route et il part à un endroit où on ne peut pas vraiment le suivre. En fait, il monte sur une colline. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'était le matin, donc le soleil était en train de se lever. Et quand il monte sur la colline, il y avait le soleil juste derrière lui, donc ça a fait vraiment une scène magnifique. Et j'ai vraiment pu en profiter avec mes yeux. Chaque seconde, j'en ai profité. C'est une de tes plus belles rencontres, ça, le tigre? Honnêtement, ouais. Et en plus, celui-là, il a un nom parce que, évidemment, s'il est énorme comme ça, les guides locaux le connaissent. Il s'appelle Rocky. C'est le plus gros mâle de la région du Rajasthan. Donc, son territoire, il s'étend sur plus de 100 km². C'est juste énorme. Et le fait d'avoir pu échanger ces 10-15 minutes avec lui, à l'entendre, comme disait Sam, ronronner, grogner. En fait, il était en train de boire. Et juste le simple fait de boire, il pousse des petits cris. C'est juste
hyper impressionnant et tu sens juste la puissance de l'animal juste à sa respiration, quoi. Et alors oui, alors Sam, lui, on a beaucoup profité avec ses yeux. Bon, moi, j'étais un peu comme un dingue avec mon appareil. Je voulais faire forcément mes plus belles photos et vidéos parce que ce moment où il s'en va avec le lever du soleil dans le fond, où il devient littéralement une ombre, j'ai réussi à le filmer. Donc ouais, pour moi, c'était juste exceptionnel. Et à quel moment tu sais que tu vas filmer ou photographier? Parce que c'était intéressant ce que disait Alexis aussi, qu'au départ, il te voyait comme un médiaman, donc quelqu'un qui va essayer de tout faire, mais qui finalement va pas forcément le faire avec un style, et qui petit à petit s'est approprié à la fois la photo, à la fois la vidéo, avec du style. Mais sur le terrain, à quel moment tu décides en amont ce que tu vas faire? Oui, d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus parce qu'il dit que je fais tout parfaitement. Alors, c'est pas vrai, hein. Je suis pas du tout le meilleur vidéaste et je suis pas du tout le meilleur capteur de son, même photographe, hein. Je pense je peux toujours apprendre et toujours évoluer. Et je vois, hein, je compare aussi mon travail beaucoup avec par exemple, je prends Bertie Grégory de Disney+. Bah, moi, je suis à des années-lumière de lui, hein. Je recommande à tous nos auditeurs d'aller voir ce que fait Bertie Grégory, qui est vidéaste du National Geo, qui fait des choses incroyables, et notamment une chasse d'orques, pour le coup, j'ai ma langue à fourcher tout à l'heure, en Antarctique, qui est absolument incroyable. Oui, donc non, Alexis, je fais pas tout bien et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et alors, à l'époque, sur Instagram, les photos suffisaient. En tout cas, c'était ce qui était le plus mis en avant par rapport aux vidéos. Je me souviens que je pouvais faire un post qui faisait 10 000 likes avec 10 fois moins, voire 20 fois moins d'abonnés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je publie une photo, un carrousel photo classique. Je vais faire 3000 likes alors que j'ai 20 fois plus d'abonnés. Mais par contre, les vidéos, elles peuvent exploser. J'ai du coup une de mes vidéos de tigre, justement, qui a fait plus de 6 millions de vues. Ce qui me fait en fait réfléchir sur mon travail sur le terrain parce que bah, moi, à la base, je fais ça pour partager ma passion. Si je fais des photos, c'est aussi pour partager mes rencontres avec le grand public et avec mes abonnés. Donc si je fais des photos qui sont moins vues que des vidéos, bah, je vais réfléchir à deux fois. Malgré tout, j'adore faire de la photo aussi. Donc en fait, sur le terrain, bah, je fais mon shooting d'abord photo. Une fois que je sais que j'ai des bonnes photos, je vais swap, je vais me mettre en vidéo. Et ce qui est génial, par exemple, avec le G9 II, c'est que maintenant, je peux faire de la 4K 120. Donc, même si je filme 1 minute, moi, j'ai quand même une belle séquence. Mais c'est un peu, délicat comme position. Donc, tu évoquais là une vidéo qui a fait 6 millions de vues. C'est complètement délirant. Et d'un certain point de vue, ça met des idées dans la tête des gens qui, eux aussi, vont vouloir aller au plus proche de ces animaux sauvages. Est-ce que c'est pas un peu contre-productif quand même tout ça? Bah, je pense que c'est comme pour la photo, quand on partage une belle photo de tigre. Oui, c'est le même Ouais, raisonnement. c'est le même raisonnement. Alors oui et non, parce que d'un côté, si on n'est pas là pour montrer la beauté de la nature au monde, est-ce que finalement tu aurais envie de le protéger? Sachant que tu es à Paris, tu vois que des pigeons et des rats. Et des corbeaux. Et des corbeaux, bien sûr. Private joke. Et des renards aussi, si tu vas au cimetière. Bon, tout ça pour dire que moi, je pense que le métier quand même de photographe animalier, il a une importance parce qu'il nous dévoile la beauté de ce monde. Et si on a envie de se bouger et de faire quelque chose, il faut aussi pouvoir se rendre compte forcément de ce qu'il y a à protéger. On en parle souvent avec des photographes animaliers, hein, Vincent Munier. Le premier s'est désolé de l'impact sur le tourisme de masse autour de la Panthère des Neiges suite à son film, tout en disant après comme toi que il reste convaincu qu'il faut aussi savoir montrer avant tout la beauté du monde. Donc j'imagine que c'est un dilemme qui doit animer toute votre population de photographes animaliers. Ouais, c'est sûr, surtout quand on voit les dérives du tourisme à certains endroits. On en parlait tout à l'heure, le requin-baleine qui était au Mexique, il y a des vidéos où on voit des gens sauter dessus. Bon, l'idée aussi derrière ça, c'est que quand je fais des vidéos et que je publie des photos, des vidéos, c'est que je mets toujours en description des choses saines, expliquer que voilà, j'ai pas du tout dérangé l'animal, j'étais à distance. Souvent, je montre en plus que l'animal est loin parce que j'aime bien amener la caméra de mon téléphone directement dans l'objectif, le viseur pardon, de l'appareil. Donc on se rend compte qu'il est loin. On se rend compte aussi qu'on fait pas de bruit. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses un peu logiques, mais ça peut éviter à certains abrutis, hein, littéralement, de peut-être prendre conscience que c'est pas bien de sauter sur un requin-baleine. Pas de commentaires. Tu as réalisé aussi beaucoup de photos en Afrique du Sud.
les espèces emblématiques du Big Five. Est-ce que tu as des anecdotes particulières à nous raconter? Oui, pour te dire, l'Afrique du Sud, ça a été aussi un point clé, je pense, dans ma carrière de photographe. C'est la première fois que je suis parti en Afrique, mon premier safari. Donc forcément, j'avais en tête de photographier le roi des animaux, le lion. Et c'est là aussi où ça remet un peu les pieds sur terre, c'est que la nature n'est pas facilement accessible, même en safari quand on est dans une voiture. C'est que les animaux vivent leur vie et on ne tombe pas tout le temps sur eux. Et j'ai bien cru que j'allais repartir sans mes photos de lion. Mais il faut croire que j'ai toujours de la chance. Je ne vais pas me porter l'œil, mais j'ai vraiment beaucoup de chance à chaque fois quand je pars faire mes photographies animalières. C'est que le dernier jour, je vois beaucoup de corbeaux et de vautours voler en cercle en fait au loin. Et là, je dis à notre guide, je pense qu'en dessous, il y a quelque chose. Et il me confirme, il fait, ouais, s'il y a ça, c'est qu'en dessous, il y a quelque chose. Donc en fait, on se dirige là-bas et on tombe sur une scène qui est juste incroyable. Alors certes, je n'avais pas vu de lion avant, mais ça valait vraiment le coup parce que je ne suis pas tombé sur un lion, je suis tombé sur littéralement 20 lions, donc des lionnes, un seul mâle avec sa grosse crinière et plein de petits lionceaux qui venaient en fait de finir une chasse. Donc il y avait un buffle qui était au sol et le gros mâle, donc on peut souvent penser que les lionnes ne chassent pas, mais le gros mâle chassait et il était épuisé et il avait du sang partout sur lui. Qui venait en fait du coup tout juste de terminer leur chasse et donc j'ai assisté à un festin de lions. Ce qui m'a fait aussi un peu de peine, c'est qu'au loin, il y avait une lionne qui était blessée et qui n'a même pas pris part du coup au repas. Et donc là, j'étais comme un poisson dans l'eau. Hein. J'ai pu faire énormément de belles photos de lions ensanglantés en plus de ça. Voilà. Et tout à l'heure, Sam disait à quel point il s'était émerveillé du spectacle du tigre de ses propres yeux, donc sans l'obstacle d'un viseur. Est-ce que toi, tu arrives parfois à mettre le matériel de côté et savourer des moments de tes propres yeux aussi? Et, c'est une bonne question parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui peut me peser dans ce métier. Et puis, je vais même parler en particulier des réseaux sociaux. C'est qu'il y a un délire, on est tout pour le buzz. Je veux absolument faire la meilleure vidéo, la meilleure photo pour toucher le plus de monde. Ça devient presque addictif. Hein. C'est vraiment nocif d'un côté, les réseaux sociaux pour ça. Et parfois, j'aimerais bien, franchement, lâcher l'appareil et juste profiter de l'instant. Mais j'ai peur d'avoir ces regrets. Et en plus, il suffit que l'animal se mette à prendre une pause de dingue et tu te dis, putain, j'ai pas pris ma photo. Donc, ouais, non, honnêtement, ça me pèse. Et des fois, je regrette même, hein, parce que avant, quand je voyais des animaux, j'avais pas d'appareil photo, j'étais pas photographe animalier. Et donc, je me créais des souvenirs différents. Dans tous les cas, j'ai quand même des souvenirs parce que je peux même revoir mes photos et mes vidéos. Donc, je sais ce que j'ai vu à travers mon viseur. Mais oui, c'est un sujet. Et je pense que c'est un sujet pour tous les photographes animaliers. C'est qu'à la fin, on devient accro en fait, à la photo et à la vidéo. Et on n'arrive plus forcément à apprécier le moment présent. Bon, la transition est toute trouvée, hein, puisque au-delà de ton activité, de ton engagement, on le comprend bien, la photographie est pour toi une passion. Et tu nous l'as expliqué, c'est difficile, voire impossible pour toi de te détacher de ton matériel. Ta compagne, Lauriana Desmond, qui partage ton quotidien, peut en témoigner. Hugo, moi j'en ai une vision, j'ai un peu la face cachée de l'iceberg puisque je vis avec lui au quotidien et je vois comment il organise son activité. Et c'est vrai que puisqu'il est salarié au WWF la semaine, les réseaux sociaux finalement c'est une activité qui fait le week-end, c'est du plus et c'est quelqu'un d'hyper perfectionniste. Donc il va pouvoir passer son samedi et son dimanche sur une seule vidéo et très souvent il va me montrer genre 10 versions du truc, il y a juste un mot qui change et c'est pas grave, il le refait quand même, jusqu'à ce qu'il soit hyper satisfait. Et il me dit que le seul fois où il le fait pas, ça marche pas nécessairement. Il a besoin que tout soit nickel. Et en fait, je pense que c'est ce que les gens voient pas nécessairement, c'est énormément de post-prod, c'est-à-dire que c'est pas que des voyages. C'est pas que, en fait, la majeure partie du temps, il est là, il fait de la post-prod, même s'il voyage beaucoup, effectivement, il monte ses vidéos. Et en fait, le problème, c'est que parfois, ça n'a pas nécessairement le résultat attendu, les likes attendus, etc. Et forcément, quand vous travaillez énormément, vous attendez à un résultat en conséquence. Donc, parfois, ça peut jouer sur le moral. Et puis, il ne faut pas oublier que en réalité, ok, c'est une passion et il y a beaucoup de gens qui oublient quand on fait des métiers passion que
on n'a pas nécessairement envie de les ramener le week-end et que parfois ça peut être lourd de faire que travailler finalement. Et c'est vrai que sur la vie personnelle, des fois ça peut être frustrant. Il se plaint rarement, mais voilà, je sais que ça peut être frustrant et de déconnecter, c'est très dur. Mais je pense qu'il a beaucoup de chance, effectivement, de faire le métier qu'il fait. C'est incroyable. Je pense que peu ont sa chance et il s'en rend compte et c'est pour ça qu'il s'en plaint jamais. Mais je vois un peu les répercussions, même quand on part en vacances, qu'il est censé être chill et pense à autre chose. Il finit par... là, on est allé aux États-Unis, il finit par photographier un ours par faire une vidéo dessus. Il est jamais... vraiment en vacances, puisque de toute façon, si on choisit une destination et que il y a un animal sympa là-bas, il va pas pouvoir ne pas ramener son appareil, ça va être trop dur psychologiquement. Donc voilà. Ça me fait penser, Benjamin devrait peut-être prévoir toute une série d'émissions sur compagnes et compagnons de photographes, parce que finalement, l'envers du décor est très intéressant aussi. Oui, puis au passage, on en profite pour remercier Lauriana pour ce témoignage, parce que c'est pas toujours évident d'avoir ce genre de point de vue, finalement, qui est très intime aussi, hein, sur ton quotidien et la face cachée, parce qu'on voit que les belles choses, entre guillemets, mais on voit que c'est un engagement à plein temps. Ouais, alors comme elle dit, c'est vrai que je m'en plains pas parce que c'est vrai que c'est un métier de passion et je vis quand même ma passion, mais il peut y avoir des moments, même les week-ends, etc., où je me dis que ce serait bien que je fasse autre chose et que je me sorte un peu la tête de ça. Et je pense que c'est même bien que je me force à le faire parce qu'à la fin, il ne faut pas que ça devienne écœurant. Mais globalement, ouais, je ne vais pas me plaindre. Quoi ça ressemble le quotidien d'un photographe animalier salarié du WWF? Alors la semaine, donc les 5 jours de la semaine, je travaille vraiment à temps plein pour le WWF. Aujourd'hui, comme on l'a dit au début, c'est que je suis vraiment devenu réalisateur, donc je travaille vraiment sur mes films. Donc c'est toute la production, trouver des financements, préparer les tournages, me mettre en relation avec les équipes, préparer l'équipement, engager les bonnes personnes. En fait, on se rend pas compte, mais un film, c'est pas juste filmer, c'est aussi tout ce côté de pré-production que je fais aussi finalement, là où un réal, quand il va passer par une boîte de prod ou une grosse chaîne de télé, est accompagné par tout plein de gens différents. Et bon, moi, je suis un peu tout seul, même si je suis aussi accompagné d'une collègue et amie, Anissa. Voilà, c'est un peu mon quotidien. C'est qu'à chaque fois, j'ai des échéances avant un tournage et il y a tellement de choses à préparer en amont que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, une fois qu'on arrive le week-end, là, je travaille. Alors, Lauriana parlait beaucoup de vidéos, mais aussi mes photos. Pour que je publie une photo publiquement, il faut que j'en sois vraiment entièrement satisfait. J'ai énormément, vous vous rendez même pas compte le nombre de photos que j'ai en stock que je n'ai jamais diffusées, alors qu'en vrai, ça va, elles sont bien, hein, mais elles sont pas parfaites. Et j'ai ce côté très perfectionniste qui peut des fois être un peu relou pour le quotidien. Mais au moins, quand je sors quelque chose, je suis complètement sûr que je veux qu'il sorte et j'en suis complètement satisfait. Et la chance que j'ai aussi au WWF, c'est que j'ai quand même pas mal de semaines pour partir en vacances. Et du coup, ça ne devient pas forcément des vacances, ça devient la plupart du temps des tournages ou des voyages photos qui sont perso, que je fais souvent aussi en partenariat avec Lumix. Et donc là, en fait, je pars tout simplement travailler, même si j'aime pas dire ce mot parce que je suis quand même heureux d'aller à la rencontre des espèces sauvages, mais je mets tout mon temps libre en fait à profit à ma passion. Oui, tu restes en éveil en permanence, quoi. Mais à quelle fréquence tu publies sur les réseaux sociaux, justement, sur ton compte Instagram ou TikTok? Je me suis toujours forcé de faire au moins une fois semaine. En tout cas, sur Instagram. TikTok, c'est différent parce que c'est des plus grosses productions. Il faut vraiment que je me pose. En fait, sur TikTok, je fais quelque chose de totalement différent. C'est que je vais raconter face caméra comment j'ai rencontré cet animal, comment je l'ai pris en photo ou en vidéo. Et ensuite, je dévoile les images. Et donc, ça demande un peu plus de temps, déjà d'écriture, de film, de tournage, pardon. Parce que je dois me poser devant une caméra, parler. En plus, c'était quelque chose qui n'était pas simple parce que j'aime pas me montrer. En tout cas, aujourd'hui, je progresse là-dessus. Mais quand j'ai commencé à faire ça, je publiais que mes photos sur Instagram. Et je me suis rendu compte que les gens aiment bien s'identifier aussi à la personne qui a fait la photo. Et je m'en suis très vite rendu compte parce que quand j'ai commencé à faire ça sur TikTok, j'ai explosé, j'ai pris 300 000 abonnés très vite. Donc voilà, donc sur TikTok, j'en fais moins. J'ai arrêté depuis un petit moment parce que j'en avais pas envie tout simplement. Et je pense qu'il faut le faire aussi quand on en a envie. Sinon, ça devient écœurant, je pense. Mais sur Instagram, c'est plus court. Donc je m'efforce vraiment de le faire une fois par semaine. C'est quoi finalement
le réseau social ou la plateforme la plus importante pour toi? Est-ce que c'est les mêmes gens qui te suivent sur TikTok et sur Instagram ou est-ce que c'est deux publics totalement différents? À mon sens, c'est deux publics totalement différents, ou alors c'est vraiment deux manières de s'exprimer différemment, en tout cas vis-à-vis de mon public. Sur TikTok, je vais avoir des messages où c'est très jeune. Quand la personne va voir un truc qui est incroyable, il va dire oh, c'est un truc de ouf, c'est extraordinaire. Il va mettre plein d'émojis dans tous les sens. Là où Instagram, ça va être un peu plus réservé. Je pense que je touche quand même des personnes plus âgées sur Instagram et des personnes plus jeunes sur TikTok. Et honnêtement, pour moi, les deux sont ultra importants. J'adore m'exprimer à cœur ouvert sur TikTok, parler avec les gens comme si je leur parlais dans la rue et que c'était mes potes depuis toujours. Et en même temps, sur Instagram, j'aime bien aussi garder cette image de photographe sérieux. Et donc, je pense que les deux sont honnêtement aussi importants les uns que les autres. Et sur les deux plateformes, c'est plutôt sain en termes de commentaires ou parfois tu peux tomber sur quelques trolls ou des choses qui vont t'affecter Alors au début, je faisais vachement attention à ça et je le prenais très perso. Et alors du coup, je n'ose même pas imaginer les influenceurs qui ont des millions d'abonnés et qui voient ça en permanence. Ça attaque le moral quand tu vois un commentaire négatif. Et pourtant, il peut y en avoir un parmi 300. Donc c'est rien, autant négliger. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est que je néglige totalement. D'autant que j'en ai vraiment très très peu. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une évolution d'une technologie qui est un peu pénible, qui s'appelle l'IA. Et je faisais de la photo bien avant l'existence de l'IA. J'ai un style qui est quand même très particulier. Donc forcément, aujourd'hui, je vais avoir le commentaire assez régulièrement sous mes trucs, sous mes publications. Ah, c'est de l'IA. Et là, ça me vexe un peu parce que quand même, je suis parti loin, j'ai passé beaucoup de temps pour trouver l'animal, pour le prendre en photo, et qu'on remet ce travail à une IA. Alors oui, je pense qu'on peut faire ça avec une IA. D'ailleurs, l'IA peut faire même une photo ultra réaliste d'un guépard. Tu verras jamais la différence. Donc si tu pars de ce principe-là, oui, effectivement, tout peut être une IA. Mais bon, comme d'habitude, j'essaie de passer abstraction et limite, je préfère répondre sympathiquement à la personne pour lui expliquer que voilà, je fais pas que des photos. Si tu vas voir aussi mes vidéos, tu te rends compte quand même que l'animal, il est bien vivant, il me regarde et qu'il y a une vraie rencontre derrière tout ça. Bon, et pour conclure, Hugo, c'est quoi tes prochains projets, prochaines productions, aussi bien avec ta casquette WWF qu'avec ta casquette personnelle? Mais prochainement, pas plus tard que lundi prochain, je pars en Slovénie photographier les ours. Donc cette fois, normalement, je ne serai pas à pied comme pour ma rencontre avec mon ours dans le parc national de Sequoia. Je serai en fait en affût. Je vais rester en affût pendant une semaine. C'est la saison des oursons, donc j'espère en fait en croiser. Et normalement, sur 5 jours d'affût complet, je devrais pouvoir avoir ma rencontre tant espérée. Et cette fois, l'ours ne saura pas que je suis là, puisque je ne ferai absolument aucun bruit. Après ça, je partirai au Gabon pour filmer une deuxième partie de mon futur film, qui est en fait pas uniquement sur les gorilles, mais aussi sur les éléphants des forêts. Je vais vraiment me concentrer sur toute la région du bassin du Congo, qui est la deuxième forêt primaire de la planète après l'Amazonie. Et pour mettre en avant en fait tous les dangers et problèmes, alors pas que dangers, parce qu'il y a aussi des problèmes de cohabitation entre les animaux et les habitants locaux. Donc tout ça, il faut que j'arrive à le mettre en lumière, et les éléphants sont les éléphants sont les animaux les plus emblématiques après les gorilles dans cette région du globe, et ils peuvent causer certains problèmes à certains habitants. Et donc, le film va se concentrer là-dessus, expliquer pourquoi c'est bien de défendre les animaux, mais c'est aussi bien de comprendre le problème des locaux. Merci beaucoup, Hugo Ebb. Nous sommes toujours avec le photographe et réalisateur animalier Hugo Ebb pour une grande discussion au coin du feu. C'est désormais une habitude, pas de débrief aujourd'hui. Par contre, Hugo, on a une petite surprise pour toi. On a réussi à pirater ton téléphone portable et figure-toi que tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. On te propose naturellement de les écouter. Le répondeur d'Hugo Ebb vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Vous avez 6 nouveaux messages.
Salut frérot, c'est Alexis. Je voulais te profiter de ton passage dans l'émission pour raconter aux auditeurs une petite anecdote de voyage. Pas si lointaine que ça, en tant que ton compagnon de voyage et qui restera gravé dans nos mémoires pour longtemps, je pense. Ça se passe l'année dernière, on décide de partir en Islande en été pour aller photographier les macareux et les baleines à bosse. On fait pas mal de routes pour arriver dans le nord de l'Islande et au moment d'aller voir les baleines, malheureusement, une tempête nous empêche de faire voler le drone et on décide donc de repousser au lendemain cette excursion. En attendant, le lendemain, on part se requinquer dans les sources thermales et puis sur le chemin du retour, tu me proposes de m'entraîner à rattraper le drone car d'après ton expérience en mer avec Rorcal, le drone est extrêmement difficile à rattraper sur un bateau en mouvement. Donc on s'arrête quelque part, tu envoies le drone et au moment de le rattraper, par mégarde ou à cause de la fatigue, surtout aussi parce qu'il y avait encore pas mal de vent à ce moment-là, j'y vais d'un seul coup pour le rattraper. Comme tu m'as dit, un coup sec, j'hésite pas. Et là, tout d'un coup, la carrosserie blanche de la voiture se couvre de gouttelettes de sang. Je m'étais fait une belle entaille dans le doigt, mais plus de peur que de mal. Bref, le lendemain, nous voilà sur le bateau à la recherche de baleines à bosse et vient le moment où il faut récupérer le drone. Un petit peu refroidi de la veille, je tente quand même de le rattraper, un peu craintivement, étant donné l'expérience du jour précédent. Finalement, dans la panique, je te dis « Pose-le là !» en t'indiquant le pont du bateau, mais le bateau étant en mouvement et l'espace très réduit, il fallait absolument l'attraper à la main. Finalement, on échange de place, je prends les commandes du drone et tu le rattrapes en héros de la situation. Ce jour-là, on a failli perdre un drone. Pour ma part, j'ai perdu un bout d'empreinte digitale, mais ça reste une anecdote dont on se souviendra longtemps. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais, on est fiers de toi et admiratifs devant ton talent. La bise, à très vite. Ouais, Hugo, c'est Sam. Quand on est parti en Afrique du Sud, on avait comme objectif de voir le Big Five, dont le lion. Donc en arrivant, on se dit, c'est sûr, on va en voir sur tous les jours, on va rester. Donc le premier jour, on voit rien. Le deuxième jour, on voit rien. Le troisième jour, on entend un lion, mais on le voit pas parce qu'il est trop loin, il est inaccessible. Et on se dit, on va jamais en trouver. Et par chance, l'un des derniers jours de safari, on tombe sur une tribu, donc toute une famille avec une vingtaine de lions. Et à ce moment-là, j'avais ce sentiment vraiment de récompense d'avoir vraiment recherché et finalement de l'avoir trouvé avec une vingtaine de lions qui étaient en train de manger une carcasse de buffle. Si on a pu être témoin d'une scène comme ça, c'est en partie grâce à notre détermination, mais aussi grâce à toi et ta passion. Donc c'était une scène magnifique que j'oublierai jamais. Et je suis vraiment content de l'avoir vécu avec toi. Eh ben écoute, je voulais te remercier pour tous les moments incroyables que tu me fais vivre, toutes les aventures. Parfois par procuration, parce que je te rappellerai pas les mauvais souvenirs qui sont les miens, ou quand tu pars, tu me racontes pas la vérité et en fait quand tu rentres, j'apprends que t'as dormi dans une tente qui n'était pas imperméable, hein, n'est-ce pas, comme au Cameroun. Alors que tu m'as dit mais tout va bien, alors que tu étais en train de crever et de perdre 5 kilos. Ça, je te remercie pas. Mais je te remercie pour tous les autres moments. Notamment, j'en ai un en tête qui est génial, qui date de pas si longtemps, quand on était à Sequoia Park et que tu as vu un ours. Et moi, j'étais dans les toilettes parce que j'étais au bout de ma vie. J'étais en train de me soigner. Je m'étais blessée au genou. Et t'avais laissé ton appareil à la voiture, donc quand t'as vu l'ours, t'as couru à la voiture et ensuite, plutôt qu'aller photographier l'ours, t'as couru jusqu'aux toilettes pour me dire viens, il y a un ours, si tu peux, viens. Et moi, je te estropiais, donc je marchais tout doucement et tu restais à mes côtés. Et je t'ai dit mais vas-y, fonce, enfin là tu vas louper l'ours en fait. Et finalement, on est arrivé, t'as cru que tu l'avais loupé. Mais non, on est allé un peu plus loin. En fait, en marchant un peu plus loin, on l'a retrouvé. Mais t'as risqué de louper l'ours juste parce que tu voulais me prévenir et que tu voulais que je vive ça aussi avec toi. Donc, merci pour ça. Hello Hugo, c'est Pauline. Bon tu dois être encore dans un de tes innombrables voyages et au fin fond de la savane à la recherche de lions. Écoute, j'espère que tout se passe bien. Et puis, si c'est le cas, ça me rappelle le safari qu'on a fait. Notre magnifique rencontre avec les Big Five et surtout la fois où
j'ai cru perdre ma vie avec cette charge d'éléphant. Donc, conseil numéro 1, si t'es en voiture, tu traces un éléphant gagnera toujours. En tout cas, profite bien et puis hâte que tu reviennes avec de magnifiques photos à nous montrer autour d'une petite caipi dans les bars parisiens. Allez, salut. Salut Hugo, c'est Seb. Alors, petite anecdote qui date de quand on était petit. On avait 10-12 ans, je crois. On adorait se balader à cette époque-là en vélo dans la forêt à côté de chez nous. Et ouais, une fois, on tombe sur un oiseau qui avait une blessure à l'aile ou quelque chose comme ça parce qu'il pouvait plus voler, il était immobile. Et ouais, on a décidé de le prendre, de le recueillir et essayer de le soigner. On l'a mis dans une boîte, je me souviens, et on a mis de la mousse, des branches, etc. Une sorte de nid, quoi. Et après, je me rappelle que tu l'avais emmené chez toi, tu l'as gardé au moins une semaine, il me semble, hein, pour le soigner, etc. Après, tu me diras s'il a réussi à voler à la fin, je me souviens plus trop de ça, mais chouette moment en tout cas. Allô? Ouais, Hugo, c'est Thibaut. Ah là là, on a vécu des petites choses ensemble hein. Depuis qu'on se connaît, période du lycée, post-bac, nos sorties, nos premières sorties en voiture, tes déménagements, nos sorties ciné et nos vacances. Ah, on a fait quelques vacances ensemble et ce qui m'a pas mal marqué, c'est quand même l'Islande. C'était un sacré voyage, on a bien aimé. Et entre le fait qu'on ait failli tomber en panne au milieu de nulle part, on était sur la réserve, c'était la fin, on n'en pouvait plus. Ça, et quand on était sur Diamond Beach, c'était vraiment sympa. Où je me suis retrouvé en tant que trépied pour toi. On essayait de prendre en photo un phoque qui, il avait décidé de jouer à chasse-taupe avec nous. C'était vraiment rigolo. T'étais sur ma tête avec ton matos, on pouvait plus, j'étais accroupi par terre. Puis à la fin, je me suis assis. Enfin, c'était des bons souvenirs et j'espère en avoir d'autres avec toi. Salut. Fin de vos nouveaux messages. C'est incroyable, vous avez été chercher tous mes amis. Je sais pas comment vous avez fait, mais trop bien, trop sympa d'entendre tout ça. Alors, l'oiseau, il a fini par voler à la fin. L'histoire est un peu triste. Il s'appelait Pico Piu, parce que je voulais l'appeler Pico et je crois Seb Piu Piu. Donc on a fait Pico Piu. Et après une semaine à essayer de le soigner, Pico Piu s'est envolé et il revenait dans ma main. Mais un beau matin, juste, je me suis réveillé et putain, l'histoire est triste, hein, mais il était juste mort dans sa boîte. Voilà. Et sinon, on a une autre version donc, de cette rencontre avec un ours aux États-Unis de la part de Lauriana. Mais ça montre que, quand même, si on va dire, s'il y a cette obsession de la quête d'une image pour toi, tu as quand même aussi le souci de la partager sur le moment. On voit que tu n'es pas totalement égoïste, contrairement à beaucoup de photographes. Je ne citerai pas de nom. Du coup, vous avez dû remarquer, mais je pars rarement seul, sauf quand c'est pour une mission pour le WWF, et là, je rejoins des collègues sur place. Sinon, de moi-même, quand c'est un projet perso, j'essaye au minimum d'embarquer au moins une personne avec moi pour partager l'instant avec moi. Évidemment, j'aimerais pouvoir vivre ces moments tout seul, mais j'aurais un sentiment d'inachevé et me dire, il n'y a personne à ma droite pour lui dire, regarde ce que je vois, c'est réel, on est ensemble et on vit le truc à deux. Et je sais que Lauriana n'avait jamais vu d'ours sauvage dans sa vie. Je voulais vraiment pas qu'elle rate ça. Mais c'est pas toujours facile de partager l'activité de photographe animalier ou réalisateur animalier, parce que c'est une activité très solitaire qui demande de la patience, du silence, de l'observation. Ça doit pas être toujours simple quand tu es accompagné de personnes qui sont pas forcément animées par la même quête que toi, non? Ouais, alors je fais attention. Par exemple, quand c'est des vacances, on n'est que entre amis. Bon, je vais pas les embêter trop longtemps avec ma passion de photographe animalier. Et surtout que on se rend pas compte, mais tout le monde n'est pas passionné par voir un ours. Souvent, il y en a qui préfèrent aller à la piscine. Bon, donc j'essaye toujours de ménager un peu les deux. Mais globalement, j'ai de la chance parce que Sam, il m'accompagne hyper souvent parce que je pense qu'au fond de lui, il adore ces rencontres-là. Et dans tous les cas, je n'imposerai jamais, sauf si je croise un ours sauvage, aux personnes de m'accompagner. Bon, et on remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé à ce répondeur par ordre d'apparition. Alexis Buyon, Sam Samimi, Lauriane Desmond, Pauline Falipou, Sébastien Garrido et Thibaut Westrich. Merci à eux. Et un grand merci en particulier à Sam et à Lauriana.
On attaque la dernière partie de cette émission avec le quiz final. Hugo, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Yes. Alors on y va. Première question qui nous vient de Nord de Tout. Quelle focale pour de l'animalier en monture L ? 66 mm. Bon, on a compris que tu n'étais pas très grand angle en tout cas. Non, ouais, voilà, c'est ça. C'est sûr. Enfin, pour toi, un grand angle, c'est un 70-200. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pour moi, ça, c'est un grand angle. Après, c'est bien aussi de toujours emporter un 70-200 f2.8 dans sa sacoche parce que quand la nuit tombe, c'est toujours bien de pouvoir continuer à travailler. Et là, tu as le Lumix ou le Sigma, du coup, en monture L, en 70-200 de 8 Le Lumix. C'est Et vrai qu'il y a un Sigma là qui est sorti récemment. Ouais. Et il te fait de l'œil, là, le 500 mm Sigma qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps ? Il me fait de l'œil, mais j'espérais une ouverture plus grande. Ouais, 5-6. Ouais. Ok, allez, deuxième question qui nous vient de Vincent Copy, photographe. Argentique, numérique ou les deux, mon capitaine ? Numérique. Même si j'aimerais un jour pouvoir tester l'argentique. En animalier, c'est plus compliqué. Donc numérique, et puis voilà, faut dire que je suis quelqu'un de ma génération, donc numérique. Ouais, enfin, il y a quand même une espèce de retour de hype auprès des jeunes de l'argentique. Tu pourrais buzzer un max si tu faisais tous ces beaux portraits animaliers en argentique. C'est vrai, mais je vais laisser la porte ouverte pour un autre talent. Troisième question qui nous vient de Clarita. Quel conseil pour réussir à se faire une place comme réalisateur animalier professionnel ? C'est pas facile celle-là. Celle-là, elle n'est pas facile parce que mon expérience perso a fait que j'ai eu pas mal de chance. Mais sinon, je pense qu'il faut beaucoup filmer, se créer un compte Instagram, TikTok et YouTube et beaucoup partager. Et il n'y a pas besoin forcément d'avoir une boîte de prod. Si tu as une bonne chaîne YouTube, tu es déjà un réel animalier. En fait, tu fais tes propres reportages. Et là, la vidéo, elle appartient d'abord à WWF France. Enfin, quand je dis vidéo, c'est Rorcal. C'est propriété de WWF France. Oui, c'est la propriété du WWF France. De toute façon, c'est un film WWF France. Mais je vois pas ce que j'en ferais de plus que le partager. WWF France. C'est pas facile à dire. VVF, on peut dire VVF. J'ose pas encore. On en est à combien ? Quatrième question qui nous vient de Coco Dingo. Est-ce qu'il est cool, Gérard Darmon ? Alors, Gérard Darmon, au premier abord, il m'est bien rentré dedans. Il a vu que j'étais un petit jeune réal qui faisait probablement son premier film. Il m'a bien testé. J'ai tenu bon. Et à la fin, on a cassé des bonnes barres ensemble. Ouais. Et c'était ton premier choix parmi les voix off ou... C'était l'un des premiers choix. Une shortlist Non, ouais, j'avais une shortlist, effectivement, mais c'était l'un de mes premiers choix parce que sa voix est juste extraordinaire et match trop bien avec le film. En tout cas, c'est toujours un plaisir de l'entendre. Cinquième question qui nous vient de Roberto. Quelle est, selon vous, l'espèce animale la plus difficile à photographier ou filmer ? Alors avant, j'allais dire le rorqual parce que j'ai le mal de mer, j'ai pas le droit de plonger avec, il va hyper vite et le trouver, c'est une galère. Ouais, mais ça voudrait dire que t'es arrivé au climax de ta carrière, là. Mais maintenant que j'ai réussi à faire un film sur lui, je peux plus trop dire ça. Par contre, le gorille de l'Est, je peux vous assurer qu'il est vraiment difficile à photographier. Là. On oublie la technologie, là c'est tout manuel et c'est avec ses mains, quoi. Faut y aller avec ses tripes. Bon, en tout cas, on espère découvrir très prochainement ces très belles images de gorilles. Sixième question qui nous vient d'une dénommée Alice. La photo animalière dans les zoos, est-ce que c'est de la triche ? Pour en faire son métier, oui, je pense que c'est de la triche. Si à la fin, tu es un vrai photographe animalier reconnu et tu continues d'aller faire des photos dans les zoos, oui. Par contre, faut pas se voiler la face. La nature, c'est pas accessible à tout le monde. Si un jour vous allez dans les zoos, moi évidemment, si tu as l'occasion de ne pas le faire, tu le fais pas.
Si t'as pas le choix parce que c'est ta passion et que t'as envie d'aller voir ce que ça donne et de t'entraîner à la photo, vas-y, mais renseigne-toi vraiment sur le zoo dans lequel tu vas. Assure-toi que les animaux ont de l'espace. Assure-toi que le zoo participe à des projets de protection. Mais dans tous les cas, si tu peux éviter, évidemment, évite au maximum. Tu aurais quelques noms de zoos français à recommander Je sais qu'il y a qui sont éthiquement respectables. Il y en a un qui est vraiment chouette, je pense. Alors, j'y suis jamais allé, mais ça s'appelle La Tanière. Je crois que c'est un refuge. En fait, ils récupèrent des animaux. C'est à côté, c'est même pas à côté, c'est à Chartres. C'est à Chartres, probablement. Ouais. Et ben, j'y suis allé il y a pas longtemps. Ça, je pense que ça peut valoir le coup parce que vous donnez pas votre argent à des animaux en cage, vous donnez votre argent à des animaux qui ont été sauvés en fait d'un côté, de cirque, de maltraitance, de tournage, je crois. Enfin, il y a un peu de tout. Pour avoir vu, du coup, j'ai vu pas mal de reportages là-dessus. Le propriétaire a l'air vraiment très très humain. Donc voilà, si vous voulez vous entraîner, plutôt visez ce type de parc. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu devais choisir une seule espèce animale à photographier ou filmer jusqu'à la fin de ta carrière, laquelle et pourquoi? La baleine à bosse, parce que je peux la filmer à la fois dans les airs, bientôt je pense sous l'eau, et parce que c'est vraiment l'animal qui m'a toujours fait vibrer. On l'entend chanter, le chant de la baleine à bosse, ça n'a rien à voir avec celui du rorqual ou d'autres espèces de baleines. Et au-delà de ça, en plus, c'est des animaux juste ultra intelligents et fascinants. Rien à ajouter. On attend la fin du chrono. Merci beaucoup, Hugo. Ben, merci à vous. Nous voilà à la fin de cette émission, Hugo. Un immense merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu à nos micros dans notre studio et pour nous partager toutes ces expériences, ces histoires, ces aventures un peu hors normes que tu vis au jour le jour et que tu partages avec le public via tes réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou via les projets que tu produis pour le WWF France. Merci à vous. VVF France. Merci à vous. Un plaisir partagé. C'était trop cool. La semaine prochaine, on s'intéresse aux photographes qui utilisent toujours un réflexe et allons essayer de les convaincre de faire la bascule vers l'univers des hybrides. Nous recevons pour l'occasion le journaliste Pierre-Marie Salomez du magazine Chasseur d'images et Marie Courtel, la responsable des ventes de la boutique Miss Numérique. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par le Lumix S5 Mark II, le plein format avec autofocus hybride à détection de phase idéale pour vos photographies animalières. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.